Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Le 22h vous propose une édition spéciale au lendemain du premier tour des législatives et c'est une nouvelle campagne qui démarre. Il ne reste plus que quelques jours au Parti socialiste pour tenter d'arracher la majorité absolue, aux Verts pour confirmer leur timide progression, au Front de gauche pour digérer l'échec de Jean-Luc Mélenchon, au Modem pour éviter la déroute de François Bayrou, à l'UMP pour limiter les dégâts et au Front National pour tenter de faire trembler l'édifice. De nombreux invités seront sur notre plateau pour analyser les résultats du premier tour et surtout se projeter dans cette nouvelle campagne sur le scrutin de dimanche prochain. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Les résultats ont donc confirmé une avance confortable de la gauche. Les projections des instituts de sondage ouvrent pour le président de la République la perspective d'une majorité pour gouverner. L'hypothèse d'une majorité absolue pour le seul PS est même renforcée au fil des heures. L'autre fait marquant reste bien sûr l'abstention record qui approche de 43%. Et puis on s'y attendait. Hier déjà, les ténors de l'UMP ont esquissé leur stratégie pour la suite. Elle est confirmée aujourd'hui. À l'issue de la réunion du bureau politique du parti, Jean-François Copé a justifié la position du ni PS ni FN pour le second tour des législatives. Pas de désistement en faveur du Parti socialiste, ni d'alliance avec le Front National. On voit tout cela avec Alexandra Colino. Les dirigeants UMP se sont mis d'accord à une large majorité. Il n'y aura ni alliance avec le FN, ni front républicain en cas de duel entre l'extrême droite et le PS. Nous n'avons jamais accepté les valeurs portées par les candidats du Front National. Donc c'est pas maintenant qu'on va faire une alliance avec les candidats du Front National. C'est clair, simple et c'est tout. Jean-François Copé a recadré ses troupes et imposé sa ligne. Reste que ces consignes à l'échelle nationale ne seront pas toujours appliquées sur le terrain. Dans les Bouches-du-Rhône, le candidat UMP, Roland Chassin, a annoncé son retrait pour faire perdre le candidat PS. Dans le Gard, Étienne Moureux hésite encore. Il pourrait se désister lui aussi pour favoriser Gilbert Collard. Il va de soi que ce que je dis pour les uns est valable pour les autres, que j'ai évidemment passé ce message à Étienne Moureux, comme je le passe à l'ensemble de mes amis de l'UMP présents sur le terrain. Le secrétaire général n'a pas précisé s'il y aurait des aveux ou sanctions envers ces candidats. Selon un sondage Ipsos, 2/3 des électeurs UMP sont favorables à un désistement mutuel avec le FN. Et là encore, il n'y avait pas beaucoup de suspense. Le Front National se maintient partout où il est qualifié au second tour, soit dans 61 circonscriptions. Marine Le Pen l'avait déjà annoncé, elle l'a confirmé aujourd'hui. Et la présidente du FN ne s'est pas limitée à cette précision. Elle appelle clairement et ouvertement à faire battre 2 socialistes et 4 membres de l'UMP, dont les ex-ministres Nathalie Kosciusko-Morizet, Xavier Bertrand et Georges Tron. Voici donc le retour de la liste noire du Front National. Les détails avec Sophie Normand. Marine Le Pen ressort sa liste noire pour le second tour. Dans son viseur, 2 socialistes et des ténors de l'ancien gouvernement. Nous invitons nos électeurs à ne pas accorder leur confiance et donc à faire battre ceux qui ont un comportement contraire à cette nécessaire morale publique, ou ceux qui ont eu à l'égard de nos électeurs un comportement particulièrement méprisant. Pointé du doigt Nathalie Kosciusko-Morizet dans l'Essonne, Xavier Bertrand, l'ancien ministre du Travail, est également dans le collimateur du FN, comme Georges Tron en Ile-de-France. À gauche, François Pupponi à Sarcelles et Jack Lang sont eux aussi ciblés. Qualifiés dans 61 circonscriptions, pas question pour les candidats frontistes de se désister. Tous se maintiendront au second tour. Avec quelques 14% des voix, le FN frôle son score le plus important déjà atteint à des législatives, soit 14,85% en 97, mais perd près de 4 points comparé à son résultat à la présidentielle. Le parti est crédité de 0 à 3 députés, 3 sièges qui pourraient revenir le 17 juin à Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais qui recueille plus de 42% des suffrages face à Jean-Luc Mélenchon. Gilbert Collard arrive lui en tête dans sa circonscription du Gard, comme Marion Maréchal Le Pen dans le Vaucluse, forte de près de 35% des votes, mais qui devra faire face à une triangulaire.
C'est en ce moment le plus gros souci au Parti socialiste. Le cas de Ségolène Royal, l'ex-candidate à la présidentielle 2007, est menacée par le maintien de la candidature dissidente du socialiste Olivier Falorni, qui n'est pas prêt de se retirer de la course. Pour soutenir la dame du Poitou, Martine Aubry et Cécile Duflot se rendront à La Rochelle demain. Il faut dire que l'enjeu est de taille. Les voix de droite pourraient faire tomber la prétendante à la présidence du Palais Bourbon. Les détails avec Mathilde Bélanger. Ségolène Royal était pourtant radieuse lors de l'annonce des résultats hier soir. La présidente de la région Poitou-Charentes pourrait bien voir ses rêves s'envoler, celui en particulier de présider un jour l'Assemblée nationale. Elle fait face au pire scénario possible pour le second tour. Pas d'adversaire à droite, mais un rival socialiste bien décidé à aller jusqu'au bout, en dépit des injonctions de Solferino. Olivier Falorni n'a pas cédé, il sera dimanche sur la route de l'ancienne candidate à l'Elysée. Ce sera donc à la droite d'arbitrer ce duel fratricide. Une droite divisée sur la stratégie à adopter. Dominique Bussereau, président UMP du Conseil général de Charente-Maritime, a déjà promis son soutien à Olivier Falorni pour faire chuter Ségolène Royal. Le sénateur de la Vienne, Jean-Pierre Raffarin, refuse en revanche de se prononcer. Pour lui, l'UMP n'a pas à prendre parti entre deux socialistes. Au PS, on est prêt à tout pour sauver le soldat royal. Martine Aubry et la secrétaire nationale des Verts, Cécile Duflot, se rendront demain à La Rochelle pour apporter leur soutien à la candidate officielle de Solferino. Et c'est l'heure à présent du premier débat de cette édition spéciale. PS contre UMP, le premier tour des élections législatives signe d'ailleurs le retour de la bipolarisation du paysage politique français avec un parti socialiste puissant et l'UMP qui résiste. Les deux partis sont représentés sur notre plateau avec ce soir Jean-Marie Le Guen. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir. Député socialiste dans la 9e circonscription de Paris, en ballotage très favorable, 47,2% des voix. Avec nous également le sénateur UMP de Seine-Saint-Denis, Philippe Dallier. Bonsoir et bienvenue à vous, messieurs. D'abord, c'est une nouvelle campagne qui s'est ouverte aujourd'hui dans la perspective du scrutin de dimanche. Quels sont précisément les objectifs de vos partis respectifs? Jean-Marie Le Guen, objectif du écoutez, Parti il socialiste. s'agit très simplement à la fois de donner les moyens à François Hollande, de réussir le changement, de mettre en œuvre les engagements qui ont été pris pendant la campagne des élections présidentielles et de doter notre pays d'un gouvernement cohérent. Rien ne serait pire, évidemment, que de se retrouver demain avec un gouvernement qui tirerait d'un côté, une Assemblée nationale qui tirerait d'un côté, et puis le président de l'autre. Je pense que dans la situation actuelle, tout particulièrement, on voit bien qu'on aura besoin d'une équipe cohérente, d'une équipe réactive, et pour cela, il faut absolument qu'il y ait une majorité présidentielle cohérente avec les engagements et l'action de François Hollande. Et si possible, absolue, bien sûr. Oui, je pense que plus elle sera large, plus elle sera stable, plus elle sera loyale, meilleur ce sera pour notre pays. Philippe Dallier, de votre côté, l'objectif? Je crois que le principal objectif, c'est de remobiliser notre électorat. Je pense que le premier point à noter, après ce premier tour, c'est l'abstention record. J'ai vraiment le sentiment qu'elle nous a beaucoup plus pénalisés qu'elle n'a pénalisé la gauche. Donc je pense qu'il faut effectivement remobiliser notre électorat, leur faire comprendre que rien n'est encore joué. On a vu des entre-deux tours qui donnaient des résultats assez étonnants. En 2007, on avait perdu entre 50 et 70 députés sur une déclaration sur la TVA sociale. Donc, à mon sens, rien n'est joué. Et je rappelle également qu'au premier tour, le Parti socialiste, stricto sensu, et l'UMP font jeu égal. 34-35% chacun. Après, il y a effectivement la gauche radicale et les Verts d'un côté, le Front National de l'autre, mais les deux partis qui sont en capacité de gouverner le pays sont quasiment à égalité. Cette vision des résultats est correcte? Les deux partis sont au côte à côte selon vous? Elle n'est pas correcte dans la mesure où d'abord nous ne sommes pas dans une bipolarisation. Il y a le problème du Front National et après le MP à nous dire s'ils estiment que c'est des alliés ou que ça ne l'est pas. Pour notre part, nous avons des alliés et nous avons des gens avec qui nous avons un accord de désistement historique. Les alliés, ce sont évidemment les écologistes qui font 5 à 6 points, et puis les voix qui se sont portées sur le front de gauche avec lequel nous avons un accord de désistement. Voilà, ce qui fait que je crois que ça ne sert à rien de contester l'idée qu'il y a potentiellement une majorité politique en faveur de la gauche. Je reconnais tout à fait qu'il y a le point important de l'abstention. Il y a sans doute des abstentionnistes de droite. Je pense que s'ils se sont abstenus, c'est peut-être un petit peu qu'ils ne voient pas très bien l'orientation réelle et le sens réel de la candidature MP. Il y a des abstentionnistes de gauche aussi. S'ils se sont abstenus, je pense que
Pour certains, c'est un peu une période de doute. Peut-être aussi l'idée que tout était déjà fait avec l'élection présidentielle. Nous avons effectivement, notre rôle, c'est d'appeler les abstentionnistes du premier tour à venir voter. Moi, j'ai tout à fait confiance. Quand je regarde les bureaux de vote qui sont les miens, je vois qu'il y a un certain nombre d'abstentionnistes de gauche qui peuvent se mobiliser dimanche prochain. Monsieur Le Guen nous expliquait tout à l'heure qu'il espérait que le Parti socialiste aurait une majorité absolue à lui tout seul. C'est démontré s'il a confiance en ses partenaires du Front de gauche et en Europe Écologie Les Verts. Pourquoi, si c'était l'autre cas, M. Philippe Dallier, vous ne voudriez pas avoir une majorité absolue pour votre gouvernement? Mais parce que pour pouvoir mener vos réformes, on voit bien le risque comme vous l'avez fait en 2007. on voit bien le risque pour le gouvernement Hérault s'il n'y a pas de majorité absolue pour le PS. Mais avec la petite poignée de députés Front de gauche et la petite poignée de députés Europe Écologie Les Verts, ils vont en voir de toutes les couleurs. Et ils vont chaque année, au moment du vote du budget, essayer de négocier très chèrement leur soutien au gouvernement. Donc on aura là, je pense... Peut-être que... Je ne sais pas si vous avez raison, mais en tout cas, c'est une bonne raison de voter pour des candidats socialistes. Quand on regarde ce qui se passe à la région Île-de-France, que vous connaissez bien, où effectivement Jean Pauluchon n'a pas de majorité, mais il faut voir les discussions budgétaires. Alors quand on regarde les écarts programmatique entre les Verts, le Parti socialiste et le Front de gauche. Mais où est-ce que ça nous emmène tout ça? Et je pense que c'est une question que nos électeurs, que l'ensemble des électeurs, effectivement, doivent se poser. Et j'espère que ça les conduira effectivement à nous apporter leur soutien, parce que sinon, j'ai bien peur qu'on parte un peu à l'aventure. Jean-Marie Le Guen, Philippe Dallier, vous avez parlé tout à l'heure d'une mobilisation de vos électeurs. Mais on a l'impression que cette campagne ne passionne pas les Français. On l'a vu aussi dans ce record d'abstention. Qu'est-ce qu'il faut faire sur le terrain? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il faut porter plus de débats de fond? Comment intéresser les Français aujourd'hui? Je crois qu'il faut préciser les enjeux. Il est vrai que nous avons quand même mené les uns et les autres une campagne maintenant très longue au plan politique. Je crois que nous en portons presque les stigmates. Deuxièmement, il y a un phénomène institutionnel sur lequel il faudra bien qu'on s'interroge. C'est-à-dire que je pense que nos compatriotes, surtout ceux qui sont peut-être le moins informés des institutions, se disent on comprend pas bien, on a voté pour un président qui a pris des orientations, qui s'est engagé, pourquoi faut-il voter pour une Assemblée nationale? Alors après, on peut évidemment parler du législatif, de l'exécutif, des concepts qui sont très importants, mais qui sont souvent peu compris par un certain nombre de nos compatriotes. Donc il y a une interrogation sur le calendrier. Je pense que le calendrier que nous avons ne peut pas durer. Soit on prendra une option plutôt présidentialiste en ramenant peut-être les législatives en même temps, exactement. Soit on prendra d'autres options qui découpleront plus nettement les élections législatives des élections présidentielles. Ça pourrait être une prochaine réforme. C'est un vrai débat. C'est un vrai débat sur lequel une réforme institutionnelle. Voilà, une vraie réflexion, parce que je pense qu'on verra vite que parfois il y aura des gens qui seront sur une option dans un camp et sur une option dans un autre. Je ne suis pas sûr qu'on arrivera à une homogénéité à l'intérieur de la gauche et une homogénéité à l'intérieur de la droite sur des questions de ce type, mais c'est néanmoins un débat passionnant. Nos institutions ne sont pas faites, sauf à changer effectivement de constitution, mais nos institutions ne sont pas faites pour coupler l'élection présidentielle et l'élection législative. On ne peut pas demander aux Français, effectivement, ou alors on fera encore plus disparaître le Parlement, et j'ai cru comprendre quand même dans votre propos que vous le regrettiez comme je le regrette. Absolument. Mais... Ceci étant dit, inverser le calendrier, Jospin avait tranché le débat, et à mon sens, effectivement, il faut d'abord élire le président de la République, l'Assemblée nationale ensuite. Découpler les deux élections dans le temps, il ne faut pas oublier que sous la Ve République, il y a le droit de dissolution. Et que donc, à tout moment, le calendrier peut à nouveau être bouleversé. Quand on a une majorité à l'Assemblée nationale, à part M. Juppé et M. Chirac, personne n'aime vraiment dissoudre. Personne n'aime, mais on peut y être amené. Oui, pour donc, des si vous raisons voulez... graves. Arrêtons de toucher à la Constitution. Elle date de 58, elle a fait largement la preuve de son efficacité. On peut se demander si le quinquennat était une bonne chose, c'est vrai. Mais pour autant, globalement, elle permet, cette Constitution, à celui qui a le plus grand nombre de députés de gouverner, c'est bien là l'essentiel. Le débat est sur notre question ce soir, ce sont les stratégies à la sortie des bureaux politiques. Côté socialiste, Martine Aubry appelle clairement au désistement républicain pour barrer la route au Front National. C'est une ligne claire, mais... Jean-Marie Le Guen, déjà, il y a des ratés. Dans la candidate socialiste dans la 3e circonscription du Vaucluse, ne retire pas sa candidature là où Marion Maréchal Le Pen. Je dois le dire, je ne comprends pas. Et vraiment, je condamne avec la plus grande fermeté l'attitude de cette... Mais que faut-il faire? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à l'exclusion? Personnellement, je ne comprends pas qu'on prenne cette responsabilité politique. Je le dis sincèrement, je ne comprends pas qu'elle n'a aucune chance d'être élue, cette personne, et elle donne une image tout à fait ambiguë à un moment où il faut être d'une très grande clarté. Donc pour ma part, je n'ai peut-être pas tous les éléments du dossier, mais au vu de ce que je connais, c'est-à-dire des éléments nationaux, c'est totalement inacceptable.
Voilà. Et elle serait donc, moi je pense que là, il faut être d'une clarté totale et je pense qu'on et aller jusqu'à l'exclusion peut-être. Bon. En tout cas, je n'imagine pas, je ne sais pas si c'est l'exclusion, mais je n'imagine pas qu'on puisse la soutenir dans son obstination. Malgré ce cas, côté socialiste, c'est une ligne claire. Est-ce que vous pouvez le reconnaître? Une ligne claire, écoutez. Mais j'anticipe sur votre question suivante. Non, parce que je la vois. Non, je ne l'ai pas encore posé. Répondez. Quel est l'objectif des élections législatives? Élire des députés qui formeront une majorité pour soutenir un gouvernement. Qu'est-ce qu'il en est de notre côté? Mais c'est la même chose du côté du Parti socialiste. Nous avons vocation, effectivement, à être majoritaires et à soutenir un gouvernement. Nous n'avons pas d'accord programmatique avec le Front National. Donc la question telle qu'elle est souvent posée, j'allais dire, elle n'a pas de sens. Donc nous avons vocation, et c'est pour ça que nos candidats se maintiennent lorsqu'ils le peuvent, nous avons vocation, et je pense que c'est encore possible. Vous n'avez pas d'accord programmatique avec le Front National? Personne ne vous dit le contraire, mais il pourrait y avoir... des accords. Mais nous avons à nous des accords programmatiques avec le Front de gauche, par exemple, mais nous avons un accord de désistement. Et je dis simplement une chose. Mais vous amusez la galerie avec ça. Non, mais attendez, pour que nos électeurs pour que nos auditeurs aient compris, n'oublions pas quand même que ce n'était pas votre position il y a quelques années. Votre position... Nous n'avons jamais eu d'accord programmatique avec qui que ce soit à l'extrême droite. De ne pas se maintenir face au Front National et d'appeler à un front républicain. Ça a été la position de Jacques Chirac, ça a été la position du RPR. C'est aujourd'hui une évolution de la position de l'UMP. Il n'y a jamais eu de désistement et de front républicain. On sait bien que c'est le piège dans lequel vous voulez nous enfermer. C'est très pratique pour vous. Je le comprends, les triangulaires, ça fait la joie et le bonheur du Parti socialiste. C'est aussi ce qu'il faut que nous expliquions à nos électeurs et à l'ensemble des électeurs. Ils ont un choix à faire, en responsabilité. Vous savez, les oukases tombées de Paris, que ça soit à La Rochelle ou que ça soit effectivement le cas que vous citiez dans le Sud, on voit ce que ça peut donner. Sur le terrain, certains peuvent décider de se maintenir malgré, j'allais dire, les consignes données par les partis politiques. Alors chez vous, justement, l'UMP Roland Chassin, candidat dans la 16e circonscription des Bouches-du-Rhône, s'est retiré en faveur du candidat du Front National pour faire battre le socialiste Michel Vauzel. Il a simplement été rappelé à l'ordre. Est-ce qu'il faut aussi l'exclure pour respecter la règle? Écoutez, je pense que l'UMP sera amené à se prononcer sur ce cas. J'étais au bureau politique cet après-midi. La ligne a été claire. Elle n'a été contestée par personne. Donc à partir du moment où certains enfreignent la ligne, eh bien, effectivement, l'UMP aura des décisions à prendre. Mais ça n'est pas là les... isolé, mais un début d'épidémie. Mais écoutez, c'est ce que vous souhaitez, on le sait bien, on le voit bien. Vous savez, monsieur Le Guen, c'est vous qui décidez, regardez, c'est vos élus qui décident de se désister en faveur du Front National. Je vais quand même vous dire quelque chose. Au deuxième tour de la présidentielle, François Hollande a devancé Nicolas Sarkozy d'1,130,000 voix. Les sondages sortis des urnes au deuxième tour de la présidentielle montrent que 28% des électeurs de Marine Le Pen ont voté François Hollande. 28%, ça fait 1,8 million électeurs. Et il a gagné d'1,3 million voix. Alors, je sais pas moi, est-ce que vous demandez à François Hollande de démissionner, récusant les voix qui se sont portées sur lui? C'est un amalgame qui n'a pas lieu. Mais écoutez, vous ne les récusez pas, ces voix-là. Vous ne les récusez pas. Non, mais attendez, moi je ne demande pas de passeport aux électeurs français. Moi non plus. Mais non, mais c'est pas ça ce qu'on vous parle. C'est des responsables de l'UMP. C'est des candidats UMP. C'est l'attitude de l'UMP. Je ne parle pas des électeurs. Non, elle n'est pas claire. Vous laissez faire. Vous laissez faire. Et vous êtes, d'ailleurs, en fait, c'est même pas délibéré de votre part, c'est de la faiblesse. Depuis maintenant plusieurs mois, vous êtes en état de faiblesse vis-à-vis du Front National. Vous reprenez ses thèmes, vous courez derrière lui, vous reprenez sa stratégie, vous avez bougé sur le Front républicain pour être maintenant sur un nini. Vous êtes en train même de laisser partir des candidats UMP qui, par faiblesse, par calcul, appellent à voter pour le Front National. Et votre direction nationale n'est pas capable, parce que vous êtes divisé sur ce sujet. Nous nous adressons à tous les Français. Mais nous aussi, bien sûr. Très bien. Comme effectivement, 28% des électeurs de Marine Le Pen au premier tour ont voté François Hollande. Donc ne nous donnez pas de leçons. On sait bien pourquoi vous agitez le droit de vote des étrangers. On sait bien pourquoi les triangulaires, la proportionnelle, systématiquement vous remettez tout ça sur le tapis. C'est parce qu'effectivement vous pensez nous mettre en difficulté. Philippe Dallet, Jean-Marie Le Guen, on va se projeter après les législatives. Jean-Marie Le Guen, il y a généralement des corrections. On parle même d'un mini remaniement après les élections législatives, même si les ministres sont bien partis pour conserver leur
leur marocain, leur portefeuille. Est-ce qu'il faudra un ajustement selon vous? Écoutez, franchement, d'abord, je n'ai aucune responsabilité dans cette gestion, mais me semble-t-il, comme vous l'avez souligné, les ministres sont en place, ils travaillent d'une part, et quand ils sont candidats, ils réussissent. Donc je ne vois pas les éléments qui justifieraient des éléments structurels. Peut-être est-ce que vous regrettez, par exemple, vous êtes un spécialiste des questions de santé, que le ministère de la Santé ne soit pas un ministère plein. Il est rattaché aujourd'hui aux prérogatives du ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine. Est-ce qu'il faudrait créer un ministère plein à l'occasion, peut-être, d'un remaniement? Écoutez, je n'ai pas de position sur le sujet parce qu'il faut avoir une discussion plus générale. Bien sûr, mais je ne vais pas faire un plaidoyer pro domo. Honnêtement, ce serait quand même pas raisonnable et sans doute tout à fait déplacé. Des Français. Mais attendez, vous voudrez bien que je garde mon quant à moi sur cette question-là parce que j'aurais l'impression, si je répondais positivement à ce que vous dites, de faire un plaidoyer pro domo, ce qui serait quand même tout à fait inapproprié. Je vais faire une proposition. Il faudrait que dans ce pays, on arrête de changer les périmètres ministériels après chaque élection. C'est du grand n'importe quoi. Il y a beaucoup de pays en Europe où ça n'est pas comme ça. Les périmètres ministériels sont figés, alors ils peuvent évoluer, mais on ne devrait pas, à chaque élection, remodifier tout ça. Écoutez, ministre du redressement productif, on a été un certain nombre à se demander ce que ça pouvait bien vouloir dire. On change les périmètres, mais il faut voir que ça a un impact sur l'administration. C'est moins scandale que le ministère de l'identité nationale. On a un impact sur l'administration derrière. Donc tout cela bouge, les bâtiments, donc tout cela c'est absolument ridicule. Je pense que gauche et droite, comme on l'a fait sur la LOLF, on avait fait un très bon travail sur la LOLF en matière de finances. Par la RGPP. Mais absolument pas. On a fait un très bon travail. On pourrait faire le même, s'arrêter sur des périmètres ministériels et non plus bouger. Une question après législative pour la droite également, Philippe Dallier. Il devrait y avoir de l'ambiance à droite. Une fois passées les législatives, les ténors de l'UMP vont partir. Certains sont déjà partis à l'assaut de la présidence du parti pour l'automne. Cela risque d'être mouvementé au mieux, cacophonique au pire. Vous avez des craintes? Écoutez, ça c'est extraordinaire. Non. Quand la gauche organise ses primaires et que Martine Aubry envoie des noms d'oiseaux à François Hollande, tout le monde trouve ça très bien. Nous, à l'automne, nous aurons effectivement des élections. Bien évidemment, à l'automne, nous aurons des élections internes pour désigner le futur patron de l'UMP. Eh bien, les candidats se déclareront. Et ce que j'espère, c'est que... Mais non, pas du tout. Mais pourquoi voulez-vous qu'il n'y ait qu'un seul candidat? Vous nous le reprocheriez. Donc, les différentes sensibilités vont s'exprimer. Et puis, les militants choisiront celui ou celle qui, effectivement, conduira l'UMP. Vous avez votre favori? Écoutez, je ne sais pas qui est candidat, donc j'aurais du mal à savoir à désigner un favori. Vous voulez quelques noms? J'en ai quelques-uns, mais il y en aura peut-être d'autres. Eh bien, nous verrons tout cela. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités du 22h. La suite de cette édition spéciale, nous allons évoquer à présent les triangulaires de ces législatives, c'est-à-dire les circonscriptions dans lesquelles 3 candidats sont présents. Alors, certaines sont suivies de très près. C'est le cas de la 9e circonscription des Hauts-de-Seine, où Claude Guéant fait face à une équation compliquée. Focus ce soir sur ces cas particuliers avec Elisa Bertholomé. Triangulaire crucial pour le Front National. Dans le Vaucluse, avec 34,63% des voix, Marion Maréchal Le Pen est bien partie pour l'emporter dimanche prochain. Mais le PS veut faire barrage au Front National. Martine Aubry a demandé à la socialiste Catherine Arkilovic de se retirer au profit du candidat UMP mieux placé. Même cas de figure dans le Gard où le frontiste Gilbert Collard arrive en tête devant la candidate socialiste. Pour l'instant, le candidat UMP se maintient, mais il hésite à se désister en faveur, lui, du candidat frontiste. Autre triangulaire remarqué, celle de la 9e circonscription des Hauts-de-Seine. Claude Guéant est en tête, mais de peu, devant le candidat d'hiver droite Thierry Solaire. Ce dernier souhaite se maintenir, la socialiste Martine Évin aussi. Des désistements ont déjà eu lieu, celui notamment d'Olivier Delaporte, candidat d'hiver droite dans la 3e circonscription des Yvelines, au profit d'Henri Guénaud. L'ancienne plume de Nicolas Sarkozy ne devrait plus avoir de difficultés pour être élu. Et nous accueillons à présent de nouveaux invités pour l'analyse au lendemain du scrutin du premier tour et aussi et surtout pour se projeter sur le scrutin de dimanche et ses conséquences. Avec nous ce soir, Laurent Geoffrin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous Laurent, directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Avec nous également Guillaume Tabar, bonsoir Guillaume. Bonsoir Sonia. Éditorialiste aux Échos. Frédéric Salmon, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous, vous êtes spécialiste des cartographies électorales. Votre analyse nous sera très précieuse ce soir. C'est bien cela? Je le comprends. Oui. Et pour croquer cette actualité, il nous est très précieux également, Charb, dessinateur à Charlie Hebdo. Bonsoir Charb, vous allez bien? Très bien. Vous avez bien vécu ce premier tour des élections législatives? Toujours. Oui. Quand il y a du sang et des larmes, c'est toujours rigolo. Oui, cela vous a inspiré. Alors, Frédéric Salmon d'abord, quel est pour vous, selon vous, le principal enseignement au lendemain de ce premier tour en termes de rapport de force dans la carte électorale? La carte électorale, en elle-même, elle n'est pas bouleversée. Il y a plusieurs choses essentielles.
À dire vrai, il y en a une qui est très importante, qui va jouer à plein cette fois, mais qui a commencé à apparaître à l'occasion des cantonales de 2011, à savoir la porosité, ce que certains appelleraient la porosité entre l'électorat, donc la base électorale, l'électeur, le citoyen de droite et du FN, ce qu'on appelait jadis l'extrême droite. Les observateurs ne l'ont pas remarqué la fois précédente, donc en 2011 au cantonal, mais presque 2 tiers des électeurs de droite sont prêts et se sont reportés effectivement sur un candidat Front National quand le candidat de droite était obligé de disparaître de la compétition électorale. Guillaume Tabar, ça c'est une évolution importante. Oui, évolution. Enfin, vous savez, les électeurs ont toujours été moins schématiques que les états-majors. Quand on entend l'expression porosité, on a le sentiment qu'il y a des électeurs d'un côté, des électeurs de l'autre, et qu'il y a une frontière étanche entre les deux, et qu'un électeur qui se marierait avec un électeur, ce serait... C'est ce que voudraient les médias et la gauche. Je ne sais pas qui veut quoi, mais je veux dire que des électeurs fassent des choix de premier tour, puis fassent des choix de second tour. Il y a des électeurs qui ont voté Sarkozy en 2007, qui ont voté Hollande en 2012, il y a des électeurs qui ont voté Jean-Marie Le Pen en 1995, qui ont voté Sarkozy en 2007, des gens qui ont voté Sarkozy en 2007, qui ont voté Marine Le Pen en 2012. Voilà, qu'il y ait une fluidité dans le corps électoral, ça me paraît d'abord, la réalité des choses. Bon, alors après, faut-il émettre des critères moraux pour dire il y a des transferts qui sont légitimes, d'autres qui ne le sont pas? Ça va être compliqué. C'est un autre débat. Sur ce point, Laurent Geoffrin. Mais il y a une nouveauté, c'est que la droite classique s'est beaucoup rapprochée du Front National, c'est ça la vérité, idéologiquement parlant. Toute la campagne de Sarkozy à la fin a porté sur les frontières, sur l'immigration. Le dernier clip de campagne qu'il a fait, il faut quand même se souvenir, il y avait eu un panneau de douane, parce que bon, très bien, mais il était écrit en arabe. Est-ce que c'est la droite qui s'est... Si je peux me permettre, rapprocher idéologiquement du Front National, est-ce qu'il faut parler de ces plus souvent et est-ce qu'il ne faut pas parler plus souvent de ces thèmes qui préoccupent plus en temps de crise les Français? On en parle, mais les gens ne disent pas la même chose. Parce que là, ils disent la même chose. C'est-à-dire qu'ils défendent à peu près, ils sont sur une ligne nationaliste. Appelons les choses par leur nom, qui est un nom d'ailleurs qui n'est pas péjoratif. Le nationalisme en Europe gagne constamment du terrain. Et donc, y compris en France. Et donc, on a une partie de la droite qui considère que le Front National est un parti comme les autres et qu'il n'y a pas de raison de ne pas voter pour lui, le cas échéant, ou se retirer pour faire battre un candidat de gauche en faisant passer un candidat du Front National. Ces comportements deviennent normaux pour ces gens-là, en tout cas. Et moi, je trouve que c'est une évolution très inquiétante. En tout cas, elle est inédite, elle est nouvelle. Frédéric Salmon. Il y a une nouveauté en revanche, c'est le refus de la base, une nouvelle fois, toujours sous l'impulsion de la base, quoi qu'en disent les états-majors, et quoi que fassent les états-majors, c'est le refus de l'électorat de gauche des candidats parachutés verts imposés par Paris. J'ai fait le point, je les ai pas comptés précisément cet après-midi, mais j'ai tous passé en revue. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de candidats verts au nom du PS et du PRG, des radicaux de gauche, qui se sont fait doubler par d'anciens PS exclus du PS pour avoir osé... Un cas emblématique. 13. Il y a 13 cas de candidats verts. À Lyon. Alors, avec le cas de Philippe Mérieux est plus emblématique. Et encore, il est doublé même pas par un socialiste, mais par un radical, mais qui est soutenu par le maire. En général, c'est un socialiste exclu. En général. Le pire, c'est en Bretagne. Dans le Finistère, effectivement. Côte du Nord, Côte d'Armor, Ille-et-Vilaine, Finistère, partout. Il y en a un ou deux selon les départements. Ça, c'est une nouveauté parce que jusqu'ici, il y avait bien quelques cas. C'est-à-dire la greffe n'a pas pris de ces... Non, c'est parce que la France est moins à gauche que ne le pensait la direction du Parti Socialiste, qui a voulu imposer des gens qui quand même se situent nettement à gauche du PS, pas à droite. Ils ne sont pas des modérés sur les thèmes sociétaux et dans la politique de l'énergie. Et donc, la base est beaucoup moins à gauche que ne pensait le PS sans doute. Et donc, ils ont refusé, pour des gens moins à gauche d'ailleurs. C'est une donnée également importante. Guillaume Tabar, est-ce qu'il y a eu des circonscriptions qui ont révélé des surprises? Est-ce que vous avez été étonné par certains résultats? On ne s'y attendait pas. Et puis, il y a eu un basculement d'un côté ou de l'autre. Bon, ce qui est intéressant, c'est de voir finalement que le résultat du premier tour dans les circonscriptions ne correspond pas toujours, et même il y a parfois de forts écarts, avec le résultat de la présidentielle.
tout le monde a fait le résultat de la présidentielle, premier tour, second tour, circonscription par circonscription, et puis on a projeté pour dire, voilà, il y a 333 circonscriptions où François Hollande était en tête, et le 244 où c'est Nicolas Sarkozy. Bon, mais on se rend compte que la réalité ne correspond pas à ça. Il y a des endroits où François Hollande est arrivé clairement en tête, et où un candidat de droite, parce qu'il était bien implanté, sortant, etc. Alors, on cite le cas, enfin, lui-même le cite, donc c'est pour ça que je l'ai en tête, de Laurent Wauquiez, qui fait 49% au premier tour chez lui, au Puy, là où Nicolas Sarkozy avait fait moins de 30% au premier tour. C'est normal. Bon, ouais, mais c'est normal, c'est le phénomène, c'est ce qu'on appelle la notabilité. Un notable local fait beaucoup plus que le candidat de son parti dans sa circonscription. Ça a toujours été comme ça. Ça, c'est vraiment pas une nouveauté. Hein. Ça, je vous rassure, c'est comme ça depuis, les écarts depuis 1852, c'est comme ça. Laurent Geoffrin, oui, je voulais parler d'une circonscription en particulier, en Moselle, la percée d'Aurélie Filippetti. On ne s'attendait pas à un tel score. Est-ce que c'est une surprise? Et apparemment, les ministres ont bénéficié d'une prime. Ah, pour Filippetti, je ne sais pas, parce que je ne connais pas suffisamment la circonscription. C'est une nouvelle circonscription d'Aurélie Filippetti. C'est de faire la comparaison. Mais tous les ministres, ou même les anciens ministres, ont bénéficié d'une prime. On a l'impression que les électeurs estiment utile pour leurs propres intérêts locaux d'avoir une personnalité qui a une influence importante au niveau national. Elle peut porter les dossiers importants au sommet de l'État. C'est pas très rassurant d'ailleurs, parce que en principe les électeurs sont censés se déterminer sur des choix nationaux et non pas en fonction d'intérêts locaux. Enfin bon. Frédéric Salmon, il y a eu en 2010 un redécoupage, un remodelage des circonscriptions mené entre autres par Alain Marleix. Est-ce qu'on a vu les conséquences hier? On se souvient que la gauche dénonçait... par Alain Marleix. C'est pas lui qui l'a fait. Bon, je vais choisir mes mots quand même. Est-ce que la gauche avait dénoncé à l'époque un tripatouillage politique? Apparemment, cela ne lui a pas nui. Non, absolument pas. Et la gauche a effrontément menti quand elle a affirmé, par exemple, que il lui faudrait désormais, c'était ce qu'elle disait en 2009 quand on faisait le découpage, 2010, et qu'il lui faudrait désormais 52% des voix pour avoir 50% des sièges. C'est M. Bruno Le Roux qui s'en est chargé, il l'a affirmé en public, il n'a jamais publié, rendu public le détail de ces chiffres. Il a gardé sous la main, pourquoi? J'ignore. Demandez-lui si vous le voyez un jour. Eh bien, moi, j'ai fait les simulations. J'ai fait les simulations. Ce que tout le Cevipof aussi, évidemment. Il se trouve que l'ancien découpage avantageait énormément la gauche. Entre 30 et 55 sièges, suivant qu'on mette l'extrême droite avec la droite, ça dépend de l'hypothèse, avant ce redécoupage, donc 30 à 55 sièges de plus pour la gauche en cas d'égalité en voix entre droite et gauche. C'est peut-être pour cette raison que le gouvernement Jospin n'a pas fait le redécoupage après 1999, alors que la loi l'y contraignait. Mais moi, j'ai fait la simulation et je suis arrivé à une quasi-égalité en sièges avec une égalité en voix, sauf pour les Français de l'étranger, où là, le gouvernement a eu la main assez lourde. D'ailleurs, je dois dire... Il n'est pas récompensé, d'ailleurs. Si, en partie, parce que si on avait vraiment fait un découpage honnête sur les Français de l'étranger, c'est-à-dire en écartant toute perspective, toute considération politique, donc à base géographique essentiellement, en ne coupant pas en travers l'Afrique, mais selon le Sahara, évidemment, c'était évident. Ce n'est pas dans 7 circonscriptions que la gauche serait majoritaire, mais dans 9. Ah, ben, ce sont des données c'est marginal, c'est marginal. intéressantes, Nationalement, vous avez raison de dire, madame, le découpage n'a absolument pas joué. Et puis de toute façon, on sait très bien que même quand un découpage est biaisé, à partir d'un certain niveau de voix, ça ne peut plus jouer. Regardez le dessin de Charb. La majorité absolue, absolument normale. Est-ce que c'est vraiment le cas, Guillaume Tabar? On va prendre avec précaution les projections en sièges. Pensez-vous que la majorité absolue soit à la portée des socialistes? Je rappelle qu'il faut atteindre le chiffre magique de 289 sièges. Est-ce que c'est à leur portée? Ah oui, d'autant plus que la vraie surprise, et ça, les projections, enfin du moins celles qui ont été faites dimanche soir sur la base des chiffres globaux de premier tour, étaient assez erronées concernant et le Front de gauche, qui est essentiellement le Parti communiste, et aussi Europe Écologie Les Verts. J'ai lu dans une phrase de Roland Museau, qui était député sortant de Nanterre, président sortant du groupe et qui espérait bien le rester, qui disait, bon, avec les progressions de la gauche, il disait ça samedi, enfin c'était dans le journal de samedi matin, on espère obtenir 40 députés, 30 à 40 députés. Bon. À l'arrivée, non seulement, ce qui est intéressant, c'est que la gauche va avoir une poussée globale, mais le PC et ses alliés du parti de gauche de Mélenchon vont perdre des députés. Ils en avaient 19 sortants,
hein, dont 13 communistes purs, si j'ose dire. À l'arrivée, il va en avoir 11 ou 12 maximum. Hein. Et on a le même phénomène, j'ai regardé ça, qu'en 81. C'est les dommages collatéraux. Oui. C'est-à-dire qu'en 81, on a eu aussi la gauche qui progressait fortement, le PS qui passe de 113 à 285 députés, bon, et le PC qui en même temps passe de 86 à 44 députés. Tout le monde disait, une poussée de gauche, tout le monde en profite, hein, plus tout le monde va monter en même temps. Eh ben non, la réalité c'est qu'il y a un vote utile pour le PS. Il faut souligner un fait paradoxal, c'est que la droite fait la campagne du PS. Parce que la droite dit, attendez, si jamais ils sont obligés de s'allier avec les Verts et le Front de gauche, ça va être un désordre indescriptible. Vient de dire Philippe Dallier, sénateur UMP de Je l'ai entendu, mais il n'est pas le seul à le dire. Et ils vont être obligés de gauchir leur programme, ça va être épouvantable, les centrales nucléaires, ils vont toutes les détruire, les impôts, ils vont doubler, etc. etc. Et là, à force de dire ça, les gens vont se dire, bon, alors il vaut mieux voter socialiste, c'est plus simple, on va voter tous socialistes, et comme ça, ils vont faire une majorité énorme, et ils ne seront pas embêtés par leurs propres alliés. Donc la droite est dans un corner, elle est obligée d'utiliser des arguments qui se retournent contre elle. Et la grande des bonnes nouvelles d'hier pour François Hollande et Jean-Marc Ayrault, c'est la défaite de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il s'imaginait déjà, non seulement, alors, il y avait deux bonnes nouvelles. Un, c'était la crainte d'être en partie l'otage d'un groupe du front de gauche puissant, hein, dont la majorité aurait dépendu, et puis deux, d'avoir dans l'hémicycle Jean-Luc Mélenchon avec le talent qu'on lui connaît. Là, c'est un souci. On parlera de Jean-Luc Mélenchon. L'UMP, on l'a dit, hein, résiste, malgré tout, il limite la casse. Toute la question à présent, ce sont les réserves de voix. La majorité sortante pourrait espérer obtenir combien de sièges, selon vous, Frédéric Salmon? Je n'ai pas fait le calcul, ça, je laisse aux instituts de sondage. Non, en siège, si vous voulez parler par parti, je me suis penché sérieusement sur les chances du Front National, parce que celle-là, tout le monde en... Alors, dites-nous quelles sont les chances ou les risques pour le Front National. D'abord, je voudrais faire une remarque liminaire. Au lendemain du premier tour de la présidentielle, il y a des petits malins qui avaient mis sur Internet 350 circonscriptions où le Front National va pouvoir se maintenir. Ils oubliaient, c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, ils oubliaient que le scrutin législatif n'est pas le scrutin présidentiel. Malheureusement, tous les journalistes ont répété la même chose. Le FN... Presque, c'est journaliste, hein. Oui. C'est médias. Heureusement que vous êtes avec nous ce soir. Hein. On apprend des choses. Attendez que vous fassiez le calcul des sièges, vous ne l'avez pas fait. Alors, les sièges... Et pourtant, là, une feuille remplie de calculs, hein, Frédéric Salmon. Je vois ça, il y a des calculs partout. Moi, je serais tenté de répéter ce que disent effectivement les journalistes depuis quelques jours. Ça sera entre 0 et 3. Entre 0 et 3, parce que ni Marine Le Pen, ni Marion Le Pen Maréchal, ni Gilbert Collard ne sont certains. Ça va dépendre de l'attitude de la gauche, de la droite. Je pense quand même que dans le Sud, c'est-à-dire dans un système psychologiquement original maintenant dans la politique française, il y aura plus de fuites de voix de droite vers le FN qu'on a constaté au cantonal. Oui. Donc, Gilbert Collard a quand même de sérieuses chances. Alors, mais côté FN, Guillaume Tabar, on se souvient que la stratégie du parti de Marine Le Pen, c'est ni plus ni moins la mort clinique de l'UMP. Marine Le Pen n'a jamais caché son objectif. C'est un pari perdu pour l'instant. Oui, enfin, l'objectif de Marine Le Pen est en deux temps. L'objectif ultime, c'est malgré tout d'arriver au pouvoir. C'est ça la grande différence avec son père. Bon. Et elle sait bien que, à elle seule, elle ne sera jamais majoritaire, elle ne fera jamais 51%, donc elle n'arrivera jamais au pouvoir seule. Donc, si elle veut parvenir à son objectif ultime, arriver au pouvoir, il faudra bien un jour qu'elle fasse des alliances. Bon, mais donc c'est à elle de faire le pas. Parce qu'on dit souvent elle sait bien qu'on ne fait des alliances que quand on est en position de force. Mitterrand fait alliance avec le PC le jour où il a l'intuition qu'il peut détruire le PC. Et c'est ce qui arrive. Bon. Alors qu'il le fait au moment pourtant où le PC est encore supérieur au PS. Mais Mitterrand fait le pari, et il a tout vu à l'avance, que par l'alliance, le PC allait en quelque sorte se dissoudre. Bon. Là, Marine Le Pen estime aujourd'hui que l'UMP est encore trop résistante pour lui faire une offre d'alliance, et qu'elle est encore trop faible. Donc elle veut continuer à progresser, elle veut continuer à embarrasser l'UMP. Et de ce point de vue-là, pour elle, le nombre faible de triangulaires, 31 je crois, 31... 60 et quelques. 61 circonscriptions, mais 31 triangulaires. Elle peut se maintenir en second tour dans 61 circonscriptions. Voilà. Donc 31 triangulaires, 23 face à la gauche, 9 face à la droite. Mais le nombre de triangulaires est quand même trop réduit pour qu'elle puisse dire je suis capable de faire la majorité, ce qu'elle avait fait en 97. Donc
c'est pas l'idéal pour elle. Et c'est trop tôt pour qu'elle entame la deuxième étape de sa stratégie. Alors, on va continuer l'analyse et ce résultat se projeter sur le second tour. On va garder bien sûr Laurent Geoffrin, Guillaume Tabar. On va remercier Frédéric Salmon pour votre analyse. Merci d'être venu sur ce plateau. Et on va accueillir dans un instant le directeur général adjoint de l'IFOP, Frédéric Dabi. Mais d'abord, nous allons parler de l'introduction d'une dose proportionnelle qui fait partie des projets de François Hollande, une perspective à laquelle s'accrochent les partis laminés par le mode de scrutin majoritaire. Les détails avec Sandra Cerquera. C'était une promesse de campagne de François Hollande, réformer le mode de scrutin des députés pour ajouter une part de proportionnel. Contrairement à Nicolas Sarkozy, qui évoquait une dose de 10%, François Hollande se disait favorable à l'élection de 100 députés selon ce mode de scrutin. Autre réforme possible, la modification du calendrier électoral. La très forte abstention de dimanche devrait accélérer le débat, avec l'inversion du calendrier décidée en 2002 qui place l'élection des députés 1 mois et demi après la présidentielle. Difficile de mener une campagne des législatives mobilisatrices. Alors certains vont jusqu'à proposer de voter le même jour, une solution qui semble compliquée selon le chef de l'État. Il devrait consulter les chefs de parti dès l'automne pour réfléchir à l'évolution du calendrier. Toutefois, pour réviser la Constitution, François Hollande doit disposer d'une majorité des 3/5 du Parlement réunis en Congrès. Dans le cas contraire, un référendum sera nécessaire. Et nous a rejoint avec Laurent Geoffrin, Guillaume Tabar, Charb, le directeur général adjoint de l'IFOP, Frédéric Dabi. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Et bienvenue à vous, Frédéric. Nous allons évoquer ensemble à présent les personnalités emblématiques de ce scrutin. Nous allons en parler un à un. Mais d'abord, Frédéric Dabi, on va parler des sondages. Est-ce que c'est la question rituelle? Ça fait longtemps. Est-ce que vous avez vu juste? J'aurais pu ajouter cette fois-ci, mais non. Dans votre cas, c'est souvent à la le cas. présidentielle, l'IFOP avait bien vu le rapport de force électorale. Aux élections législatives, nationalement, l'ensemble des sondages qui ont été faits ont donné ce rapport de force favorable à la gauche. Cette poussée par rapport aux législatives de 2007, 10 à 11 points de plus pour la gauche parlementaire. Ce Front National qui a connu une déperdition par rapport à l'élection présidentielle, mais moins que dans d'autres élections. Souvenez-nous qu'en 2007, le FN n'avait fait que 4,1 aux élections législatives. Globalement, les sondages, les enquêtes d'opinion ont donné le rapport de force électorale, mais je profite peut-être ici pour rappeler qu'un sondage n'est pas prédictif des résultats du vote, il donne une tendance. Pourvu que ça dure, oui. Les sondeurs se défendent, mais en tant qu'usager des sondages, utilisateur de sondages, je constate qu'ils se sont très peu trompés. On ne peut pas leur demander de prévoir tous les candidats, il y en a 8 ou 9, c'est un satisfecit à un ce point soir. près. Mais que... Guillaume Tabar. Oui, on va quand même rompre un tout petit peu. Là, on a dit bien sondeurs avant. Il y a un an, on est trop gentils là, allez-y. Ils ont dit la gauche va gagner, elle gagne. Ils ont dit ensuite Hollande va faire le score, il l'a fait à un point près. Forcément, il y a une petite marge d'erreur, c'est normal. Alors, et pareil pour les législatives, vous allez voir, la gauche va gagner largement, comme prévu par les sondages. C'est vrai, je pense que quand on dit les sondages étaient justes au niveau... On va jeter un coup d'œil sur le dessin de Charb. Le plan secret de Le Pen pour monter dans les sondages. Les sondages ont été justes. C'est pas une fine analyse. C'est de la plus efficace en tout cas. Les estimations, enfin les sondages ont été justes au niveau national, c'est vrai. Hein. Quand on regarde maintenant les sondages qui ont été faits circonscription par circonscription, là... Alors, sur un échantillon plus réduit, forcément, la marge d'erreur est forcément plus grande. Bon, mais que ce soit sur Hénin-Beaumont, où Marine Le Pen était donnée plus basse qu'elle n'a été, et Mélenchon plus haut qu'il n'a été, sur Boulogne-Billancourt, où Claude Guéant était donné avec une avance plus forte sur Thierry Solère que ça n'a été. Bon, mais une fois encore, on est dans des échantillons... Répondez, Frédéric Dabi, entre le moment où ces sondages ont été faits et les élections, il y a eu ce qu'on appelle, Guillaume, une campagne électorale, et on a bien vu... Je parle des sondages IFOP pour Hénin-Beaumont, que l'avance très nette que nous donnions à Jean-Luc Mélenchon s'est considérablement réduite en fin de campagne. Et un de mes confrères qui a fait un sondage après nous l'a même donné derrière de peu face au candidat socialiste et sur Claude Guéant. Et c'est le cas quand il s'agit d'une primaire intra-gauche ou intra-droite. Il y a une plus forte volatilité Guéant-Solaire ou Royal-Falorni, c'est ce qui explique qu'il y a des mouvements de voix qui sont relativement rapides. Mais je ne suis pas là pour défendre la profession. Il faut bien voir la fonction d'un sondage. Ce n'est pas de... vous avez bien raison. Je reprends ce que dit Laurent Geoffrin. Un sondage n'est pas là pour donner
le score, sinon ce ne serait pas la peine d'aller voter. Ça donne un rapport de force. Il ne faut pas hypertrophier le rôle des sondages, il faut leur donner un usage juste et juste à sa place. Alors, on va parler d'une personnalité dont vous avez commencé à parler. Il s'agit de Jean-Luc Mélenchon. On l'a vu groggy après sa défaite hier, Laurent Geoffrin. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas pris avec la campagne de Jean-Luc Mélenchon? C'est assez simple, c'est que l'extrême gauche pense toujours que pour plaire aux gens plus pauvres, il faut être plus à gauche. Et c'est un postulat qui ne repose sur rien, ou sur peu de choses. Ils pensent que pour convaincre les ouvriers et les employés, il faut radicaliser le discours, faire des propositions de rupture, être plus à gauche que tout le monde et dénoncer tous les autres comme des traîtres, ce qu'ils ont fait pendant 6 mois. Et ça ne marche pas, parce que les gens pauvres, ou les gens défavorisés, ils veulent des mesures crédibles, parce qu'eux, ils savent qu'ils ont besoin d'avoir une amélioration immédiate de leur situation. Ils ne veulent pas de choses lointaines, utopiques, etc. Alors ça, c'est le premier point. Et il y a un deuxième point, c'est que sa position sur l'immigration est intenable. C'est-à-dire qu'il a écrit dans son programme l'immigration n'est pas un problème. Alors, moi qui suis favorable au respect des droits de l'homme, des garanties, de tout ce qu'on veut, etc., et je suis plutôt pour l'immigration, mais dire que ça n'est pas un problème, les gens qui lisent ça... C'est un déni de la réalité. À Hénin-Beaumont, ça dit, mais d'où il sort celui-là? C'est un martien, quoi. Il connaît pas la France, quoi. Et ça, c'est radical. C'est-à-dire que les gens n'écoutent plus. De toute façon, c'est pas sérieux. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mais je suis d'accord avec Laurent Geoffrin, notamment sur cette question importante de l'immigration. Juste petite parenthèse, on peut être aussi défenseur des droits de l'homme et estimer nécessaire une régulation des flux, etc. Mais c'est un autre débat. Enfin, il y a une contradiction forcément entre les garanties civiles et la fermeture des frontières. C'est un autre débat, oui. Allons-y. Et il y a deux autres raisons qui expliquent ton échec. Un, c'est pas propre à Mélenchon, mais ça vaut aussi pour lui. Vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est la question du parachutage. Mélenchon débarqué pour faire une campagne nationale dans une circonscription donnée. Bon, il s'est heurté à un candidat socialiste qui était localement implanté. Et puis l'autre raison, je pense, c'est que Jean-Luc Mélenchon s'est enfermé dans le face-à-face avec Marine Le Pen. Son but, c'était lui porter la contradiction. Bon, pour un candidat qui prétendait porter l'ensemble de la gauche, c'était insuffisant. La gauche, bien sûr, elle veut battre le FN, mais ce n'est pas l'unique motivation. Surtout dans une circonscription où le rapport de force au premier tour, l'importance pour Jean-Luc Mélenchon était de devancer le candidat socialiste. Il y a eu un vrai décalage et un écart et une erreur dans sa campagne de se polariser sur le Front National. Il avait déjà fait en fin de campagne présidentielle, ça ne lui avait pas réussi. Il avait subi du vote utile en faveur de François Hollande. Il s'est passé la même chose, je dirais, grosso modo, de manière locale, où il s'est polarisé sur Marine Le Pen avec un climat de campagne des deux bords absolument délétère, sans chercher à séduire des électeurs qui auraient pu voter pour le candidat socialiste et venir du côté du Front de gauche. La grosse erreur de Mélenchon a été de prendre les électeurs du Front National, ou en tout cas de Hénin-Beaumont, pour des gens intelligents. Il leur a parlé comme à des gens intelligents, il leur a dit la vérité. Il leur a expliqué les risques vraiment, les vrais risques du FN et sans artifice. Et voilà, c'était son erreur. Il faut prendre les gens pour des imbéciles et leur dire et leur parler en disant voter Front National, c'est pas si grave. Voter Front National, c'est pas si grave. Les électeurs de Hénin-Beaumont apprécieront d'avoir été des imbéciles. S'il nous reste des téléspectateurs d'Hénin-Beaumont, restez avec nous. Ils plaisantent. C'est comme ça, ça descend. Non, mais c'est assez en fait intéressant ce qui vient d'être dit. Rappelez-vous Bernard Tapie qui avait cherché à culpabiliser les électeurs du Front National. Il avait dit si Le Pen est un salaud, les électeurs du Front National sont des salauds, pardon de ces termes. Là, on a une tendance du côté, on l'a vu lors de la campagne présidentielle, du côté Hollande et du côté Sarkozy à excuser, si je puis dire, le vote en faveur du Front National. On a donc deux bornes, deux écueils, et force est de constater qu'il n'y a pas de personnalité politique qui a pu trouver un bon équilibre entre ces deux discours un petit peu extrêmes. Juste un mot encore sur Jean-Luc Mélenchon. Vous avez évoqué beaucoup de raisons, sa campagne intrinsèque, le climat, mais vous n'avez pas parlé du Parti socialiste. Est-ce qu'il n'a pas fini de l'achever aussi? Mélenchon s'est achevé tout lui-même. Hein. Il n'était pas obligé d'aller dans cette circonscription. On n'était pas obligé de garder un candidat socialiste face à lui. Ça a été décidé. Ça, je suis d'accord. Les socialistes auraient pu dire bon, on va retirer devant Bayrou, on retire notre candidate, et pareil pour Mélenchon, pour jouer l'unité. De l'intelligence politique.
La preuve, l'intelligence politique a montré qu'ils avaient eu raison de maintenir Alors, l'équation dans les deux cas, difficile, la présence de François Bayrou. Non, parce que l'idée, ça aurait été de faire une coalition plus large. François Bayrou, c'est le troisième homme de 2007, héros d'un centre qu'il voulait libre et indépendant. Il va de désillusion en désillusion. Est-ce que cela risque, Guillaume Tabar, d'être une fin de partie pour lui dimanche prochain? Alors, je crois qu'il faut distinguer deux choses. La personne François Bayrou, qui, quels que soient les scores qu'il a fait et qu'il fera, est une personnalité qui existe et qui compte dans le paysage politique. Le jour où François Bayrou veut faire un 20h, veut être un invité d'une émission, il l'est et il a bien sûr une voix qui porte. Maintenant, parallèlement à ça, ça qui est assez troublant dans le cas de Bayrou, c'est qu'on a l'écart maximal entre une personnalité qui a une image assez forte et même une popularité personnelle assez forte, encore maintenant, et puis un parti. Il a pris l'UDEF, qui représentait en gros la moitié de la droite dans les années 80-90, pour le conduire aujourd'hui, quand même, tenez-vous bien, il faut quand même regarder les résultats de son parti, 2,1%, c'est le score d'un groupuscule. C'est aussi un des phénomènes historiques de ces législatives, c'est que le centre, qui a toujours existé en France, avec plus ou moins de bonheur, de malheur, etc., mais qui a toujours existé plus ou moins, a été réduit aujourd'hui à un groupuscule. Et ça, c'est terrifiant. Parce que c'est la mort politique du centre. Oui, tout simplement parce qu'il a voulu faire du centre un centre autonome, quand le centre en France a progressé, a prospéré, quand c'était un centre droit. Et puis, la campagne présidentielle a été marquée par la bipolarisation. Dans ce cadre-là, les élections législatives, qui sont une sorte de réplique du fait de l'inversion du calendrier électoral, je n'ose pas tourner la tête. Vous devriez, ça vaut le coup, le dessin de Charbouille. Oui, ont été la suite de cette élection présidentielle marquée par une bipolarisation. Dans ce cas, quelle place pour un centre autonome? On voit très bien depuis la création du MoDem, il va de désillusion en désillusion électorale. Le score de 1,6% était annoncé par un score très faible aux dernières élections locales, aux élections cantonales. Mais Laurent Geoffrinsco, au regard de son parcours politique, celui de François Bayrou, ce ne serait pas injuste et peut-être même, on va oser le dire, préjudiciable à la démocratie s'il n'était pas à l'Assemblée nationale? Absolument, oui, mais c'est pour ça que je suis favorable à ce qu'on introduise une dose de proportionnelle à l'Assemblée. C'est autre chose. Eh oui, parce qu'à ce moment-là, on aurait au moins... La représentation ne serait pas proportionnelle, puisqu'il serait juste une partie des députés qui seraient élus comme ça, mais au moins tous les partis importants seraient représentés. On va avoir un paradoxe quand même étrange, c'est que dans l'Assemblée future, il n'y aura pas justement plusieurs candidats qui ont joué un rôle très important dans la présidentielle. Si Marine Le Pen est battue, imaginons à Hénin-Beaumont, Bayrou n'y sera pas et Mélenchon non plus. Donc trois. Ségolène Royal. Et Royal non plus. Alors justement, vous parlez d'elle, la dame du Poitou, le soldat Ségolène Royal, menacé par un duel fratricide. Alors la droite a choisi apparemment son candidat, Dominique Bussereau. Ah bon? C'est que Dominique Bussereau, président UMP du Conseil général de Charente-Maritime, ne cache pas son envie de voir battre Ségolène Royal et Jean-François Copé ne l'a pas contredit. Sauf qu'à la réunion du bureau politique de l'UMP aujourd'hui, qui a précisé la position face au FN, face etc., il n'est pas dit qu'il faut voter, et au contraire, même le Copé a dit que l'UMP n'avait pas à choisir entre des candidats UMP. Alors bien sûr, il y a une préférence évidente pour le candidat du cru, si j'ose dire, qu'ils ont présenté comme étant le candidat de terrain contre le parachuté. Bon, voilà, ça c'est la petite vengeance. Raffarin et Bussereau, Raffarin a perdu la région, enfin il n'a pas perdu contre Ségolène Royal, mais il n'a pas été candidat et c'est elle qui a remporté la région en 2004. Dominique Bussereau a été sévèrement battu en 2010, mais comme tout le monde à droite en France. Leur rancune est encore tenace. Il y a une vengeance, elle est compréhensible de leur côté. Il y a aussi, si j'ai bien compris, sur place, les électeurs de droite veulent faire la peau de Ségolène Royal. Et là, dans le score du premier tour, on voit dans les bureaux traditionnellement à droite que le dissident socialiste a un score anormalement élevé. Et donc, manifestement, dès le premier tour, il y a des gens de droite qui sont allés voter contre Ségolène Royal. Lorsque l'on compare le score de Nicolas Sarkozy le 22 avril 2012 et le score de la candidate UMP, il y a un décalage de 11 points, je crois. Et dans les enquêtes de l'IFOP faites pour Sud-Ouest avec Fiducial, on avait de 20 à 25% des électeurs de Nicolas Sarkozy qui votaient au premier tour pour le premier fédéral socialiste Olivier Falorni. On est sur un duel gauche-gauche, je crois qu'il n'y en a jamais eu au second tour, et en 2002 et en 2007, c'est complètement inédit. Ça va être extrêmement saignant, brutal, et ça peut être compliqué pour Ségolène Royal. Et politiquement, qui joue bien sûr sa Parti survie. socialiste également, parce qu'un échec de Ségolène Royal qui brigue la présence de l'Assemblée sur le regard bienveillant, je crois que c'est lui, le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, était venu la soutenir. Demain, Martine Aubry, Cécile Duflot arrive, ce serait quand même un échec retentissant pour le PS. S'il y avait un... ce n'est pas n'importe qui.
Enfin, je veux dire, oui, dans ils le... trouveront un autre président à l'Assemblée, ça je suis pas inquiet. Oui, ils vont devoir lui trouver un autre point de chute. Ça, ils peuvent être plus inquiets. Tout le monde a l'air d'enterrer Ségolène Royal. Moi, je ne parierais pas automatiquement sur sa défaite. Oui, parce que les électeurs de gauche peuvent se rallier à elle aussi. Parce que les gens qui ont voté pour Falorni au premier tour, ils voulaient un député de gauche dans la circonscription. Et là aujourd'hui, il se peut que certains des électeurs qui ont voté pour lui au premier tour disent Royal malgré tout est arrivé en tête au premier tour. Voilà, la première a eu lieu. On se reporte pour la candidate qui est en tête. Donc ça peut jouer. Ça peut jouer. On va clore ce plateau sur le dessin de Charb. Laurent Geoffrin et Guillaume Tabar, vous restez avec nous. Je remercie Frédéric Dabi pour votre analyse. Je vous donne rendez-vous, j'espère, au lendemain du second tour de ce scrutin. Et on va accueillir dans un instant notre chroniqueur Jean-Louis Gombault pour évoquer aussi le contexte dans lequel se déroule, ne l'oublions pas, cette campagne au niveau national, mais aussi au niveau européen. Tous les regards sont tournés vers l'Espagne. Madrid est bien sûr soulagé après le plan d'aide de 100 milliards d'euros accordé au pays. Les marchés ont d'ailleurs accueilli avec soulagement cette nouvelle, mais malgré l'effet d'annonce, vous allez voir que l'euphorie est de courte durée. On voit tout cela avec Cécile Sixou. Le test des marchés, un bon moyen de sonder l'annonce du plan d'aide de 100 milliards d'euros accordé aux banques espagnoles ce week-end. Et ce matin, à l'ouverture des bourses, l'optimisme fait rapidement place au doute. Pour les marchés, plusieurs sources d'inquiétude. D'abord, les modalités de l'application du plan, encore floues. Il y aura effectivement des conditions, même si elles restent à définir. Autre douche froide, l'annonce d'une troïka par les prêteurs. La BCE, le FMI et la Commission européenne comptent bien contrôler l'utilisation de cet argent et veiller à la restructuration du secteur bancaire espagnol. Pourtant, la veille, Mariano Rajoy, le chef du gouvernement espagnol, donnait un autre son de cloche. L'aide apportée serait sans contrepartie, à savoir sans mesure d'austérité comme cela a été imposé à la Grèce, à l'Irlande et au Portugal. Autre mauvaise nouvelle ce soir, l'agence de notation Fitch abaisse la note de deux banques ibériques, BBVA et Santander, une conséquence de plus de l'abaissement de la note souveraine de l'Espagne la semaine dernière. Suite de votre édition spéciale du 22h, aux côtés de Laurent Geoffrin, Guillaume Tabar et Charb, on accueille notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors ces législatives interviennent dans un contexte, on l'a dit, économique difficile sur le plan national et européen, mais est-ce que cela a joué sur le scrutin d'hier soir? Il me semble que ça a joué surtout sur l'abstention. Parce qu'en fin de compte, on parle beaucoup de la souffrance sociale des gens, mais la souffrance politique des gens qui n'y comprennent rien à ce qui se passe, ça doit être quelque chose d'absolument considérable et ça se traduit certainement par l'abstention. Que un si grand nombre de personnes n'aient pas pu choisir entre Madame Le Pen, l'UMP, le Parti Socialiste et Mélenchon, quand même il y a une diversité de choix. C'est-à-dire que ça montre à quel point il y a un désarroi profond dans la population. Alors, ce n'est pas propre à la France. On sait bien que l'abstention monte partout en Europe, sauf dans les pays du Nord. Mais quand on regarde le mouvement d'abstention en Allemagne, par exemple, il s'accroît très rapidement. Mais en France, c'est une caractéristique française sur les élections non européennes. Et là, ça montre, je pense, que l'incertitude ou l'incompréhension dans laquelle se trouvent les gens. Et quand on voit, ne serait-ce que l'actualité d'aujourd'hui ou de ces derniers jours, c'est vrai que par quel bond il faut prendre cette crise. Quand on voit le débat même entre Mme Merkel et M. Hollande sur croissance ou assainissement financier, mais la poule ou l'œuf, par quel bout faut-il prendre le problème? Et effectivement, tout ça se séduit par une incertitude et ce que j'appelle une souffrance politique dans la mesure où, comme chacun d'entre nous, qui a l'impression qu'il n'a plus prise sur sa propre vie, et bien quand on n'a plus prise sur l'évolution des choses et sur la vie politique, ça se traduit effectivement par ce qu'on peut appeler une souffrance et à mon sens, la forte abstention. Et quand on sait que la crise va connaître dans les prochains mois des développements sérieux, ça augure mal de l'avenir. Alors Guillaume Tabar, on parle de la perspective de cette crise qui pourrait donc connaître un développement sérieux selon Jean-Louis Gombault. Est-ce que ces législatives ont été finalement une parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet ? Aussi bien sur le plan politique d'ailleurs. Parenthèse, oui, non, parce que ce débat-là, il est présent depuis le début, depuis avant la présidentielle, depuis avant même le début de la campagne présidentielle. Donc on n'en est jamais vraiment sorti. Mais je suis assez d'accord et sensible à ce que dit Jean-Louis sur l'incompréhension
de l'opinion, à commencer par nous-mêmes. J'avoue que si vous me demandiez d'expliquer les raisons de la crise de l'euro, ça, je serais incapable de vous l'expliquer. C'était ma prochaine question. Clairement, voilà, mais je renverrai sur Jean-Louis qui, lui, saurait nous expliquer ça clairement. Bon, et ça, il y a quelque chose d'angoissant et que d'un seul coup, les débats qu'on entend dans la campagne politique, paraissent dérisoires, parce qu'effectivement, une fois que les élections seront passées, c'est plus la question de savoir si on a bien fait ou non de laisser un candidat face à tel autre, ou s'il fallait pas mieux soutenir un tel dès le premier tour, etc. Et ça, François Hollande le sait. Je pense qu'on l'a souvent dit d'ailleurs ici même le soir, que toute la campagne de François Hollande, son refus de faire des promesses exorbitantes, l'insistance qu'il a eue d'insister sur l'équilibre, montrait bien qu'il savait bien qu'il ne pouvait pas se payer de mots et que rien ne serait pire que de faire une nouvelle campagne de promesses exagérées, qu'ont fait tous les candidats présents avant lui, Mitterrand, Chirac, Sarkozy aussi après, et de se payer le luxe, si j'ose dire, d'une nouvelle désillusion terrible de la part de l'opinion. Justement, Laurent Geoffrin, l'UMP accuse les socialistes de ne pas avoir pris la mesure de la gravité, disent-ils, de la crise, de n'avoir annoncé que des bonnes nouvelles depuis l'investiture de François Hollande. Est-ce que c'est la gauche Edredon avant les législatives et après ça va être la gauche pragmatique, la gauche social-démocrate? Un peu, oui, je crois, oui. Parce que le gros du programme, ça y est, il est fait. C'est une plaisanterie? Non, pas du tout. Je pas en termes de dépenses. Il y aura des mesures, des réformes, tout ça. Mais enfin, les prochaines mesures, c'est plutôt sur les recettes. Donc c'est plutôt des hausses d'impôts. Ce qui était valorisant a été fait, c'est ça que... Oui, c'est-à-dire que les mesures consensuelles ont été... Les mesures, la prime de rentrée scolaire, la retraite à 60 ans pour une partie des gens, et puis le SMIC qui est annoncé, qui va être fait bientôt. Après, il n'y a plus d'argent. Donc il faudra augmenter les recettes et trouver des économies, parce que là aussi la droite va être prise un peu à contre-pied, je pense, parce que elle fait toute sa campagne sur le thème le Parti socialiste n'a pas compris la crise, le monde dans lequel nous vivons, ils sont déconnectés, etc. Mais ils ont très bien compris, au contraire. Ils savent très bien que ça va être extrêmement dur, et ils ont dit à l'avance, ils ont même préparé l'opinion à l'idée que ça serait assez austère comme gouvernement. J'en veux pour preuve que dans la première déclaration de Jean-Marc Ayrault, ça a été assez peu souligné. Quand on lui a posé la question des dépenses nouvelles, il a dit elles seront toutes gagées par des économies. Alors, il n'a pas dit lesquelles. Parce que là, on touche à des catégories où on mécontente les syndicats de fonctionnaires. Mais ils vont le faire, ils savent très bien qu'ils de toute façon, ils n'ont pas le choix. Si les marchés commencent à exprimer une défiance envers la France et le gouvernement socialiste, ils auront les pires ennuis de la terre. Donc ils veulent éviter ça. Et donc ils feront une politique. Ils ont le temps maintenant. Ils ont tous les leviers. Ils auront tous les leviers. Et ils auront 2 ans devant eux avant la prochaine élection importante. Donc là, il y a 2 ans, ça va être plutôt le pain noir. Jean-Louis, d'ailleurs, hier, on a vu sur France 2 un échange intéressant, vous l'avez sans doute vu, entre Jean-Pierre Raffarin et Martine Aubry. L'ancien Premier ministre a rappelé les déclarations de la patronne du PS sur l'augmentation des impôts, qui va toucher selon lui les classes moyennes. Est-ce que c'est un angle d'attaque pour cette nouvelle campagne de second tour? Oui, je ne comprends pas très bien les cris de la droite sur cette affaire d'impôts, parce que Hollande, dans son programme, a été très net, précis sur l'augmentation des impôts. Et sur qui? Il l'a chiffré. Oui, non, après, il était précis sur le montant. Bon, mais ce qu'a dit Hollande dans sa campagne, c'est dire oui, il faudra des efforts. On dire c'est bon, mais ils seront demandés aux plus favorisés, aux privilégiés. Bon, or, c'est qui dans l'esprit d'un électeur normal, qui est favorisé? C'est le voisin, c'est jamais soi. Bon, donc pour l'instant, tout le monde a compris. Oui, on va en faire payer certains, mais il y aura bien un moment où le voisin qui va payer, c'est soi-même. Mais c'est vrai que sur qui va payer plus d'impôts, Ayrault revient aussi sur ce thème en disant on va redresser dans la justice. Il faut préciser ce qu'est la justice. Mais Mme Aubry a parlé explicitement de 10 milliards de hausse d'impôts. François Hollande avait également donné les chiffres. On sait qu'on va vers une hausse du taux de prélèvement fiscal en France qui a été donnée à l'intérieur du Parti socialiste, qui préfère prendre l'option hausse d'impôts que l'option baisse systématique des dépenses. C'est une option qu'il a prise et donc effectivement ceci va venir. Alors évidemment ça aurait pu être précisé pendant la campagne législative, cela n'a pas été fait. Alors il est vrai qu'on attend ce fameux rapport
de la Cour des comptes qui va tomber fin juin, mais dès juillet, dès le collectif budgétaire, il y aura des hausses importantes d'impôts en France. Reste à préciser évidemment quelles sont les couches sociales qui seront particulièrement frappées. On attend Laurent Geoffrin. Est-ce que c'est ça l'objectif, en tout cas la stratégie là, du Parti socialiste pour cette campagne et jusqu'au second tour, c'est attendre, surtout ne pas froisser, ne pas fâcher l'électorat? Oui, c'est ce qu'on comprend. La fois dernière, Borloo avait dit qu'il allait augmenter la TVA. Mais quelle pourrait être la TVA sociale pour la droite, pour justement limiter la casse? Est-ce qu'ils pourraient trouver un sujet qui permette de remobiliser leur électorat? Ils ont cru que c'était le cannabis. Mais bon, ça n'a pas très bien marché. Il n'y a pas de polémique qui vient... Par un petit peu bousculer cette campagne des législatives. Pas prévisible. Quand on mène avec 3 buts d'avance, on ne prend pas de risque, on bétonne en défense. Il y a un aspect qui va venir quand même, c'est l'histoire franco-allemande. Monsieur Copé revient souvent sur cette affaire. Avec votre position systématique, vous êtes en train de mettre en péril le couple franco-allemand, qui est un axe fondamental de la stratégie française depuis le général de Gaulle. Je crois que François Hollande s'y prépare, puisque aujourd'hui, à déjeuner, il a rassemblé 6 grands patrons français, 6 grands patrons allemands, le président du patronat allemand, il n'y avait pas la présidente du patronat français. Alors ça, c'est un scoop, hein, Jean-Luc Gombault, parce que moi, vous nous l'apprenez ce soir. Voilà. En tout cas, il y a eu avec les plus grands patrons. Donc il est en train de chercher, avec les forces vives économiques, un terrain d'entente avec en tout cas avec l'Allemagne, en vue de la préparation du sommet européen qui aura lieu fin juin. C'est le plus grand défi de François Hollande. Une grande partie de sa crédibilité se joue aussi sur ce dossier européen. Oui, oui, bien sûr, c'est très important, mais il ne faut pas croire que toute la solution viendra de l'Europe. En plus, il obtiendra des choses. Il ne va pas revenir bredouille. Il aura forcément, à mon avis, un deuxième texte. Après, il faut voir ce qu'il y a dedans, mais il y aura un deuxième texte. Donc il pourra dire, voilà, j'ai demandé à ce qu'on renégocie le traité. On n'a pas touché au texte initial, mais on en a ajouté un autre qui parle de la croissance. Ça, il l'aura. De même qu'il aura probablement la mobilisation d'un certain nombre de fonds européens pour investir. Il aura aussi la taxe Tobin, ça il l'aura. Ça, je ne sais pas. Si, il va l'avoir. Très bien. Si Jean-Louis le dit, il l'aura. Je l'apprends. Guillaume de Baron parle beaucoup de la stratégie de la gauche pour cette campagne qui s'ouvre du second tour des législatives. Et la droite, est-ce qu'elle propose des solutions? Elle est souvent dans le contre, et c'est normal, elle est dans l'opposition. Mais est-ce qu'elle est prête aujourd'hui à proposer un projet pour la France? On a du mal à le croire. Il y en avait un projet, c'était celui de Nicolas Sarkozy. Y compris sur les questions économiques et sociales. Souvenez-vous, la réforme de l'indemnisation des chômeurs, un certain nombre de sujets comme ça. Bon, mais le problème, c'est que le reste des dirigeants de droite n'étaient pas 100% à l'aise avec ce que proposait Nicolas Sarkozy. Bon, par parenthèse, ce que proposait Nicolas Sarkozy, c'est quand même fait 48,6 à la présidentielle, mais aujourd'hui, celui qui irait le plus loin pour assumer le programme de Sarkozy, c'est Jean-François Copé. Bon. Mais un Juppé, un Raffarin, un Fillon sont pour une vision plus classique des choses. Bon. Et ce qui fait que dans cette campagne, finalement, on n'a pas entendu de contre-projets de droite. C'est pas grave au sens où, pour être franc, ils étaient les premiers à ne pas croire à une victoire, et que ce qui compte maintenant pour la droite, c'est de se reconstruire en termes d'organisation, en termes aussi d'idéologie, et là c'est un chantier, en termes aussi de dirigeants, mais c'est un chantier maintenant qui va prendre 5 ans. La droite doit être au rendez-vous. En 2017, elle a 5 ans devant elle. Alors Jean-Luc Gombault, je voulais qu'on parle aussi, on jette un coup d'œil sur la caricature de Charles. Merkel, c'est la vraie première dame de France. Jean-Luc Gombault, on a beaucoup parlé de l'Espagne, de ses difficultés. Il y a un plan d'aide à présent. Apparemment, pour l'instant, en tout cas, il rassure les marchés et il rassure le pays. Relativement. Mais on parle beaucoup de l'Italie ce soir. On parle beaucoup de l'Italie parce qu'effectivement, dans ce système européen, on est toujours dans le problème de la contagion. C'est-à-dire qu'effectivement, qui est le prochain sur la liste. Alors, ce qui est intéressant dans l'affaire espagnole, parce que l'Italie est à 126% de dette du PIB, donc c'est beaucoup plus que l'Espagne, et c'est un énorme morceau. Alors ce qui est intéressant dans l'Espagne, c'est cette capacité qu'on a eue, que les Européens ont eue, à mobiliser 100 milliards en un week-end, ce qui est on arrive jusqu'à présent, je dirais, l'Europe maniée face à la lance à incendie, maintenant c'est des Canadaires carrément. Donc on arrive quand même à une mobilisation de force absolument considérable. D'un autre côté, le problème, c'est toujours, il y a une revers de la médaille, c'est que comme on ne peut pas imposer une austérité renforcée à l'Espagne, et on imagine ce que ça serait pour l'Italie, d'autres pays se retournent, notamment l'Irlande,
qui a déjà dit, et le Portugal, oui, qui dit on veut l'argent sans les mesures d'austérité. Donc, d'un côté, on a mobilisé rapidement, justement en évitant de donner des conditions trop fortes à un peuple qui souffre déjà. Donc ça, c'est un gage de force. Mais d'un autre côté, ça a une fragilité, parce que les autres, ils disent, pourquoi pas moi? Et on voit bien que l'Europe avance toujours avec un système toujours de solutions et de contradictions par rapport à la solution avancée. Et de retard, ce que vous m'avez souvent dit. Merci beaucoup Jean-Luc Beau, merci Laurent Geoffrin et Guillaume Tabar d'être restés avec nous tout au long de cette édition spéciale qui se poursuit. Ce dernier dessin de Charles pour la soirée, l'euro million, 156 millions. Minable, l'Espagne a eu 100 milliards sans jouer, évidemment. Merci beaucoup, Charles. Elle a beaucoup joué. Peut-être autre. Dans un instant, la dernière page de cette édition spéciale avec un débat à venir où seront représentés le Front de gauche, le Nouveau Centre, le Front National et les Verts, qui espèrent, les Verts, décrocher un groupe à l'Assemblée nationale. Mais l'hypothèse semble encore compliquée. On voit tout cela avec Julien Cholin. L'accord avec le PS devait leur assurer un groupe à l'Assemblée nationale, un groupe composé de 25 à 30 députés. Mais aujourd'hui, pour Europe Écologie Les Verts, avec 17 députés éligibles, le compte n'y est pas. À la tête des Verts, on nie pourtant toute déception. Nous sommes un courant politique nouveau, moderne, et nous essayons y compris de changer les pratiques politiques. Et donc à ce mode de scrutin, c'est difficile, mais c'est pas grave. Un positionnement qui n'empêche pas les écologistes de régler leur compte. En ligne de mire, les dissidents socialistes qui ont pénalisé les candidats écologistes investis par le PS. C'est le cas dans le Rhône, où Philippe Mérieux est battu par le dissident Thierry Braillard, soutenu, lui, par le maire de Lyon, Gérard Collomb. Autre cas de figure dans l'Eure, le Var ou le Vaucluse, où les dissidences provoquent des duels UMP-FN au second tour. Il y a des endroits où le Parti socialiste préfère même que la circonscription reste à droite, plutôt qu'elle aille à un partenaire. Parce qu'il y a une organisation, disons féodale, encore une fois, dans les relations de confiance que l'on peut construire, y compris au niveau local avec le Parti socialiste, cela devrait laisser des traces. Autant d'incidents qui fragilisent une nouvelle fois la formation écologiste. Après les 2% obtenus par Eva Joly à la présidentielle, Europe Écologie Les Verts comptait sur les législatives pour devenir la seconde force parlementaire à gauche. L'accord avec le Parti socialiste n'aura pas suffi. La suite de notre édition spéciale avec de nouveaux invités qui nous ont rejoints et je vous les présente avec plaisir. Éric Coquerel, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous êtes secrétaire national du Parti de gauche, candidat du Front de gauche dans la 2e circonscription de Corrèze. Ça se passe bien pour vous? C'est fini, donc on peut peut-être penser que ça ne s'est pas passé au mieux, mais alors on a fait un bon score quand même. On va parler de la suite sur le plan national. Denis Baupin, bonsoir. Bonsoir. Candidat Europe Écologie Les Verts dans la 10e circonscription de Paris. Ça se passe mieux? Oui, puisque je suis au second tour Tout avec va 43% bien. des voix. Ilfozo Di Borgo, bonsoir. Sénateur du Nouveau Centre de Paris. C'était en septembre. Merci d'être avec nous. Et Nicolas B, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du groupe FN au Conseil régional de Haute-Normandie. Messieurs, avant de rentrer sur la partie, de parler de la partie politique, on vient de parler avec nos auditorialistes de la partie économique. Est-ce que vous pensez que ce débat de fond sur la partie économique, sur l'Europe, manque à cette campagne des législatives? Éric Coquerel, comment ça se Nous, fait? très clairement, on a même essayé de le mettre au centre de notre campagne. Parce qu'à la fin du mois de juin, il va y avoir une discussion très importante. Nous estimons qu'il faut récuser le traité Sarkozy-Merkel et qu'il faut maintenant arrêter avec cette Europe libérale, imposer que les banques centrales européennes prêtent directement aux États. C'est évidemment, ça aurait dû être un thème central. Mais moi, ce que je remarque dans cette campagne, c'est que ce soit les thèmes économiques ou autres, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé des contenus. Et je pense que c'est peut-être la faute à qui? En premier lieu, les médias. Excusez-moi. Non, mais pas votre chaîne, certainement. Non, mais je peux vous dire que, peut-être, oui, Public Sénat, sûrement pas, mais sur les médias régionaux, par exemple, avec qui nous avons eu affaire, on a essayé d'inciter, de comparer les programmes, et ça a été très difficile. Sur le thème, finalement, il y a eu l'élection présidentielle, et ça, ce n'est que la suite. Donc, je crois que l'inversion du calendrier fait que l'élection législative devient très fragilisée, avec une abstention très forte des classes populaires, des jeunes. Et je crois que c'est peut-être le phénomène majeur de cette élection. Justement, Denis Baupin, c'est un député vert, Noël Mamère, qui a proposé justement de coupler les présidentielles et les législatives. Cette fois-ci, est-ce que vous êtes d'accord?
Je sais pas, faut y réfléchir. Allons-y, commencez à réfléchir. Raisons pour lesquelles Noël Mamère a dû le proposer. Quand on aura l'occasion d'en discuter. Mais que pensez-vous quand vous voyez ce record d'abstention? Est-ce que vous pensez que c'est une campagne qui vient après, qui est en queue de peloton? Depuis le début, sur la question de ce calendrier, avec les élections législatives 5 semaines après la présidentielle, on est dans une situation où il n'y a pas eu de campagne législative. Encore plus avec un changement de président de la République, l'espace a été occupé par la passation de pouvoir, le nouveau gouvernement, les premières initiatives de François Hollande. Il n'y a pas eu de débat, comme le disait Eric, pendant toute cette période. On n'a pas débattu du fond. On a eu l'espace médiatique était saturé par tout ce qui concernait la transition au niveau national. Alors, ceci dit, il y avait quand même eu un débat pendant la présidentielle. Bon, mais sur les questions économiques, ce qui est clair, c'est que on a besoin aujourd'hui maintenant d'avoir une politique économique européenne qui nous protège de la crise plutôt que d'aggraver la crise. Et donc la victoire de la gauche en France et j'espère demain de la gauche en Allemagne pourrait permettre vraiment de modifier les politiques européennes et de redonner vie à une Europe dont les gens pourraient avoir envie. Alors Yves Pozzo-di-Borgo, j'ai dit un sénateur Nouveau Centre de Paris, on n'a pas beaucoup entendu le Nouveau Centre. Alors bien sûr sur les débats de fond, même sur les autres débats, on l'a pas beaucoup entendu dans cette campagne des législatives. Pourquoi? Non, je voulais répondre. Vous êtes d'accord avec moi? Je n'ai pas dit ça. Non, simplement, sur le fait qu'il y ait une abstention forte, je crois que c'est l'effet pervers du passage du septennat au quinquennat. Quand il y avait un septennat, la vie politique était beaucoup plus riche, parce que vous aviez des alternances, vous aviez des cohabitations. Là, maintenant, on a vraiment figé la vie politique sur 5 ans, et c'est un peu l'effet pervers. Deuxièmement, sur la crise, sur le débat économique, je suis désolé, la campagne présidentielle a évacué ce problème-là. Vous aviez un Hollande qui était là en position statique, éviter de parler des problèmes de fond. Vous avez Sarkozy, le président Sarkozy, qui avait lui en fait mis un débat sur les problèmes de société. Et le véritable problème, c'est quoi? Là, je le rejoins, même si je ne suis pas d'accord avec mon voisin du front de gauche. C'est le débat le plus important. Le débat, c'est cette dette, cette situation économique, c'est vraiment ça. Ça va avoir des conséquences fantastiques sur l'ensemble des citoyens français. Et là, je regrette qu'on ne l'ait pas abordé et dans la campagne présidentielle et maintenant. Et je suis en désaccord avec vous sur l'Europe, parce que moi, je considère que c'est l'Europe qui peut nous en sauver. Nicolas, on se souvient, pour la campagne présidentielle, Marine Le Pen avait commencé sa campagne avec ses thèmes économiques sur la sortie de la zone euro, puis elle a compris que ça portait moins, elle allait sur des thématiques, on va dire, plus logiques, enfin plus logiques au Front National. Est-ce que c'est le cas pour la campagne législative? Elle a aussi délaissé ces thèmes-là pour revenir à des thèmes qu'on reconnaît plus au Front National? Alors, un mot d'abord sur la participation. On ne peut pas s'étonner de la forte abstention quand on a un mode de scrutin très antidémocratique qui prive de représentation totalement ou presque totalement des forces politiques, y compris comme le Front National qui représente près de 20% du corps électoral à la présidentielle. Ça pose évidemment un vrai problème. Maintenant, les thématiques économiques et sociales, on voit bien ce qui est en train de se passer. François Hollande et ses équipes avaient fait un certain nombre de promesses en faveur du pouvoir d'achat des Français, prétendaient mener une politique sociale. Aujourd'hui, on voit bien qu'on va avoir les plans d'austérité du PS après avoir eu ceux du MP, puisque, écoutez, quelques exemples très concrets. La hausse du SMIC, on attendait une hausse significative, elle sera infime, 11 €. Donc c'est quand même pas une modification drastique pour le pouvoir d'achat des plus modestes. La réforme des retraites, vous allez maintenir totalement la réforme Fillon avec un ajustement à la marge sur quelques cas particuliers. Et enfin, sur les plans d'austérité, oui, c'est quand même marginal. C'est quelques cas particuliers. C'est quand même... Vous savez pourquoi? Non, mais c'est assez marginal comparativement. Vous savez pourquoi tout cela? Pour respecter l'objectif de déficit de réduction du déficit public, non, parce que vous en parlez pas. Alors maintenant, les plans d'austérité, on va décaisser de façon imminente 22 milliards d'euros pour sauver les banques espagnoles. Cet argent, on n'en reverra jamais la couleur. On a déjà déversé à fonds perdus pour l'Irlande, pour le Portugal et pour la Grèce. Donc comment on va financer? Eh bien, en aggravant encore la dette publique. Sarkozy avait réussi le tour de force de la faire passer de 1200 à 1700 milliards en 5 ans. Eh bien, François Hollande va poursuivre sur la même ligne. C'est évidemment une très mauvaise nouvelle. Et c'est pas étonnant que la participation baisse, parce que les Français ont le sentiment que les jeux sont faits à ces élections législatives. Parce que la gauche... La proposition que vous faites, c'est d'augmenter le déficit. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est rétablir des protections aux frontières qui vont nous permettre de reprendre la main
sur notre économie. Parce que le fond du problème, il est là, la logique mondialiste et ultralibérale qui a pour été... sortir de produits, il faudra des cartes d'identité pour sortir les produits. Non, il ne s'agit pas de ça, mais vous savez, la France a commercé avec le monde entier, a rayonné dans le monde entier pendant des siècles avec des protections aux frontières. Il ne s'agit pas de se bunkériser. Il s'agit simplement... La parole à Denis Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas au siècle précédent. Mais alors, écoutez, les États-Unis... puissance des nationalismes partout non, en mais Europe, c'est pas ça le problème. ça fait penser les États-Unis, écoutez, le Japon ou les États-Unis ont des protections aux frontières. Il y a plusieurs façons. Il y a l'Europe aussi, il y a les taxes douanières. Non, il n'y a pas de taxes douanières. Sur la PAC, c'est quoi? C'est très marginal. Éric Coquerel. Je suis bon élève, j'attends qu'on me donne la parole. Non, mais allez-y, prenez-la. Voilà, non, mais on peut à la fois construire l'Union européenne, l'Union européenne, et puis en même temps vouloir une politique qui rompe complètement avec l'Europe libérale que nous subissons. Parce que c'est vrai que ça ne va plus. Quand on constate que la Banque centrale européenne prête à des banques qui ensuite spéculent sur les dettes des États souverains, c'est quelque chose à tomber par terre. Vous l'expliquez en 2 minutes, personne ne peut comprendre cette situation. Donc il faut rompre avec les traités qui, par exemple, faisaient en sorte que la Banque centrale européenne soit complètement indépendante des pouvoirs politiques, ce qui d'ailleurs faisait le jeu des politiques en question qui leur ont laissé le pouvoir. C'est une politique, c'est pas de l'ordre naturel. Et nous, là, maintenant, il y a un traité qui va être négocié. C'est une occasion exceptionnelle parce que Mme Merkel, qui est la mère du traité, M. Sarkozy étant le père ayant été battu, est en difficulté dans son pays. Tu disais tout à l'heure qu'il y allait y avoir des changements, mais il y en a un que nous attendons avec impatience. C'est en Grèce, avec l'équivalent du Front de gauche qui pourrait être en tête la semaine prochaine, le 17 juin, refuser le mémorandum qui étrangle le peuple grec, dont on sait qu'il ne peut pas être appliqué. Et à partir de là, il y a une situation. Et à partir de là, François Hollande, par exemple, pourrait taper du poing sur la table et dire nous n'appliquerons pas ce traité. Parce que c'est un traité, effectivement, qui instaure l'austérité, qui ne règle en rien les questions des peuples européens et qui, justement, vous pensez dans excusez-moi, que l'argent sera débloqué sans contrepartie. Mais attendez, excusez-moi, mais la Banque centrale européenne, quand elle prête 1000 milliards aux banques depuis janvier dernier, qui ne les met même pas sur le marché, vous voyez où est la contrepartie? Donc, si nous avions prêté directement aux États à 1%, comme nous l'avions fait aux banques, cela réglait tout de suite la question de la Grèce. Maintenant, nous ne l'avons pas réglé, c'est la Grèce, c'est l'Espagne, c'est l'Italie, et demain, ça sera la France. Vous savez on ne peut pas abroger la loi de 73 sans sortir des traités européens actuels. Mais le problème, il est là. Nous sommes pour sortir des traités européens actuels, mais contrairement à vous, nous ne sommes pas pour sortir de l'Union européenne. C'est ce qui fait la différence. Nous ne sommes pas pour un repli nationaliste. Les traités actuels, c'est l'Union européenne. Donc, nous sommes pour une Europe des patries. Nous sommes pour une Europe des coopérations. Mais nous pensons que le modèle fédéral européen tel qu'il s'est développé au cours des dernières décennies, les accords de Schengen, le traité de Maastricht, et ensuite le traité constitutionnel qui a été imposé contre l'avis du peuple, eh bien, ce cadre-là, il est mauvais puisqu'il n'assure pas la prospérité. Alors, on nous avait promis que ça assurerait la croissance et la prospérité, ça n'est pas le cas. De la majorité, je vais dire sortante, en tous les cas, vous avez évidemment soutenu la droite de Nicolas Sarkozy. Est-ce que selon vous, il faut changer complètement d'orientation de l'Europe, comme nous le disent nos invités ce soir? C'est un peu surréaliste, j'arrive pas à bien suivre. D'ailleurs, c'est curieux, les deux fronts sont presque semblables, même s'ils disent des choses différentes. Vous n'avez pas compris, nous ne sommes pas sur l'Union européenne. Je crois qu'il faut entendre parce que sinon, on simplifie tous les débats. Je peux terminer, vous permettez, je vous ai laissé parler. Vous avez dit, d'accord. Non, c'est une précision importante pour voir les différences. Oui, non, simplement, enfin, je veux dire, il y a une logique actuellement d'un système qui est international. On peut le rêver, on peut dire on n'en veut pas, mais c'est comme ça. Non, il y a un système. Excusez-moi, je ne vous ai pas interrompu, vous me laissez terminer. Donc il y a une logique, si vous voulez, de ce système qui existe comme ça, avec beaucoup de failles, ce système. Notamment, on a laissé partir dans le monde financier trop de produits, qui sont des produits toxiques, dont on a les conséquences. Deuxièmement, l'affaire des banques, je les rejoins directement le Front de gauche. C'est vrai qu'on aurait dû séparer le dépôt et puis les affaires des banques. Là, les banques font trop de choses à la fois. Et je crois que là, on aurait dû avoir le courage de faire cette séparation qu'on n'a pas fait. Qu'à un moment, les Américains avaient fait, puis ils sont revenus dessus. Et deuxièmement, sur l'affaire internationale, je suis désolé. Heureusement qu'il y a l'euro. Où on en serait maintenant? Enfin, je sais pas. Je sais pas. La réponse de Nicolas Boy. Mais il faut l'aspect politique après. Non, mais vous pouvez rêver. Enfin, bon, vous êtes jeune, vous pouvez rêver. Heureusement qu'il y a l'euro, parce que qu'est-ce qu'on en saurait? Écoutez, la zone euro est la zone économique du monde qui a eu la plus faible croissance au cours des 10 dernières années. Évidemment, si on travaille un peu plus, excusez-moi, quand on travaille 35 heures. Mais oui, mais quand on... Attendez, excusez-moi. Le bilan très concret de l'euro. Attendez, au bout de 10 ans, on peut le faire, le bilan très concret de l'euro. C'est une hausse spectaculaire des prix qui a provoqué un effondrement du pouvoir d'achat. C'est ça la réalité, avec une croissance qui est très faible. Par conséquent, vous êtes en train de nous dire c'est
c'est une fatalité, c'est comme ça, on ne peut pas remettre en cause ce système mondialiste et ultralibéral. Mais nous pensons, nous, que c'est au peuple de choisir. Après, je vais vous poser des questions un peu plus Non mais franchement, politiques, le discours, on va retrouver les solutions tout seul, chacun derrière ses frontières. Si, c'est le discours que vous tenez à peu près, et que tiennent à peu près les souveraineté du droite, peuple, c'est la démocratie. partout dans tous les pays, du petit parti aux États-Unis. Le but, quand on a des frontières, on peut les ouvrir, les fermer, les entrouvrir. Vous êtes pour les fermer? Non, on est pour les utiliser en fonction de nos intérêts. On peut les ouvrir dans certains cas, les fermer dans d'autres, ou les entrouvrir. Vous êtes pour l'ouverture totale. Plus que pour les marchandises. Mais non, réellement, le problème, c'est que la construction européenne, en effet, c'est faite par l'économie et par la finance principalement. Et la dérive financière, c'est pas lié à l'Union européenne. C'est lié globalement à un système économique, globalement, qui a été soutenu par la majorité de M. Sarkozy, qui est soutenu par Mme Merkel en Allemagne et par beaucoup de gouvernements libéraux. Et c'est par rapport à ça qu'il faut discuter. Pas sur la question européenne nationale. La question européenne, évidemment, pour nous, ne fait pas débat. Les réponses qu'on doit apporter, plus le temps va, plus elles doivent être internationales, voire planétaires. Il y a des crises de plus en plus globales. Expliquez-nous pourquoi. Parce qu'il y a des crises globales. Parce que vous affirmez ça de façon péremptoire comme ça, mais pourquoi il faudrait absolument que les décisions essentielles qui touchent à la vie quotidienne des Français soient nécessairement prises à l'échelle internationale? Parce qu'il y a des crises planétaires auxquelles on s'affronte, par exemple l'épuisement des ressources pétrolières. Mais elles sont planétaires à cause du mondialisme. Vous confondez les causes et les conséquences. La responsabilité, c'est ni le mondialisme ni l'euro. C'est le libéralisme et le capitalisme. Mais c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Et vous évitez soigneusement de poser la question du système. Le problème, c'est que si on sortait de l'euro aujourd'hui, d'abord, je pense que ça ferait l'affaire des Américains. Attendez, laissez-moi finir. Qui est une des raisons pour lesquelles nous on s'y oppose. Mais par contre, il faut effectivement affronter une chose, c'est qu'on a un traité constitutionnel européen qui avait vocation à faire un marché libre et sans contrainte, organisant le dumping généralisé, sans harmonisation sociale et fiscale, donc un système absolument impossible, où effectivement c'est la plus grande zone de libre-échange au monde, et puis le traité de Lisbonne a contourné, grâce aux parlementaires qui l'ont voté, y compris malheureusement les socialistes qui se sont abstenus, a contourné le choix du peuple français. Aujourd'hui, c'est ce système qui ne marche plus. C'est pas qu'il est seulement injuste, c'est qu'il ne marche plus, il nous entraîne à la catastrophe, et pire, c'est que si à gauche, on n'est pas capable de répondre de manière radicale à cette question, c'est effectivement les nationalistes qui vont donner leur réponse, telle que le Front National. Nous avons passé 15 minutes à parler, et on l'a fait sur Public Sénat, de ce sujet de fond pour les législatives. J'espère qu'il aura intéressé les téléspectateurs. Je voudrais aussi vous poser, à vous quatre, des questions plus politiques ce soir. D'abord, Denis Baupin, en projection de sièges, d'abord, est-ce que vous demandez l'abaissement du seuil pour obtenir votre groupe, comme cela a été fait au Sénat, pour Europe Écologie Les Verts? Est-ce que vous demandez la même chose à l'Assemblée nationale? J'en sais rien, puisque pour l'instant, nous ne savons pas combien nous avons de députés. Si vous ne l'obtenez pas, ce chiffre magique, est-ce que vous le... On verra bien. Enfin, franchement, le débat pour l'instant, aujourd'hui, n'est pas de savoir ce qu'on fera après les élections. Pour l'instant, la question, c'est de mobiliser les électeurs pour qu'ils aillent voter dimanche prochain. Excusez-moi, mais dimanche dernier, il y a eu une très forte abstention. On voit aujourd'hui, pendant cette période de l'entre-deux tours, une dérive de plus en plus droitière de l'UMP, faisant des signaux les uns derrière les autres de tous les cadres de l'UMP en direction du Front National pour essayer par la fenêtre de rentrer là où les Français les ont chassés par la porte le 6 mai dernier et de la voler la victoire du 6 mai le 17 juin prochain. Je pense qu'il faut dire aux électeurs de se mobiliser massivement le 17 juin pour ne pas se faire voler la victoire. Voilà votre message. Éric Coquerel, est-ce que vous sentez que l'avenir du Front de gauche est incertain? Non, pas du tout. Je pense que l'avenir du Front de gauche est... le Front de gauche est inscrit dans la durée, on a seulement 3 ans. On a eu un score effectivement en régression par rapport au présidentiel. Pour moi, il y a 2 raisons. Il y a l'abstention qui a touché une grosse partie de notre électorat qu'on avait ramené à ces élections, des classes populaires, des jeunes. Et puis il y a le phénomène vote utile, incontestablement, qui est lié aussi là pour le coup à l'inversion du calendrier et au côté de plus en plus présidentiel du régime, ce que nous condamnons. Mais pour autant, je pense que c'est un accident de parcours et qu'il y aura besoin dans les années à venir, très vite même, au fur et à mesure des licenciements qui risquent de venir dès cet été, au fur et à mesure du traité européen qui va être discuté, d'une gauche qui résiste, qui refuse... Avec vous comme partenaire, donc. Non, là, je parle du Front de gauche. Oui. Voilà, oui. Il y a besoin d'une gauche qui... vous résumez la gauche au Front de gauche, oui. Non, je ne le résume pas. Mais on a besoin d'un Front de gauche donc, qui résiste, qui sait où il veut aller, qui a un programme. Et nous l'avons toujours dit, si François Hollande fait des choses positives, on le soutiendra. Si par contre, à certains moments, il y a des mesures qui ne vont pas dans le bon sens, eh bien nous les refuserons et puis surtout nous serons force de proposition. Donc c'est pour ça qu'il serait nécessaire qu'effectivement il y ait un groupe Front de gauche à l'Assemblée. Est-ce que vous dites comme Jean-Luc Mélenchon que François Hollande n'est pas un adversaire politique pour vous? On n'a jamais dit que c'était un adversaire. Nous, à gauche, on fait la différence entre la gauche et la droite. Ça a été un concurrent pendant les présidentielles. Maintenant,
Pour autant, si nous n'avons pas fait campagne avec le Parti socialiste au premier tour, c'est que nous avons un programme politique différent. C'est clair. Bien, et nous allons donc continuer à le défendre. Pour finir, Nicolas B, Marine Le Pen, comme elle l'avait annoncé, l'appel au maintien des candidats Front National partout où ils sont qualifiés, bien sûr, au second tour. Mais au-delà, pourquoi cet appel, cette liste noire des personnalités, ministres pour certaines? Parce qu'ils se sont très mal comportés en insultant nos électeurs, en les sur les méprisant. doigts, vous avez une liste de bons comportements et de mauvais comportements? Il y a un certain nombre de ministres, de personnalités de l'UMP, mais c'est vrai aussi des personnalités du PS. Et il y en a dans la liste de Marine Le Pen, des personnes qui se sont... Mais quels sont les critères de cette liste? Écoutez, ce sont des personnes qui ont manifesté un mépris certain pour nos électeurs. Et évidemment, ils méritent d'être sanctionnés, mais au-delà de ça, notre objectif, c'est de constituer le pôle principal d'opposition à la gauche mondialiste. Personne d'autre ne le fera. L'UMP n'est pas en situation de le faire en raison de son bilan. Quant au Front de gauche, il est aujourd'hui dans une position de supplétif. Il s'est rallié sans condition au Parti socialiste. Ça vous ferait plaisir, mais c'est pas le cas. Si, c'est une réalité. Et ça disqualifie. Vous savez, vous avez 30 ans, on a 3 Monsieur ans. le sénateur, je pense que l'avenir est pour nous. Monsieur le sénateur, comment vous regardez ces législatives et cette nouvelle Assemblée nationale qui se dessine, alors que le Sénat, alors que la gauche est majoritaire au Sénat? La gauche est majoritaire au Sénat, oui. Mais le gouvernement, c'est assez curieux ce gouvernement, parce qu'en fait c'est un gouvernement qui ne représente même pas 30% de l'électorat du premier tour des présidentielles. Vous avez quoi? Vous avez les courants du PS, vous avez les 2% des Verts, tout le respect que je leur dois pour eux, et vous avez un gouvernement qui fait 30% du pays. Mais il est au pouvoir. Il est au pouvoir. Voilà. Mais c'est un peu le problème. C'est comme pour les Merci messieurs, c'est la fin de ce débat. Et c'est la fin de cette édition spéciale. Merci surtout à vous de nous avoir suivis pendant que le débat se poursuit sur le plateau. Je vous souhaite une belle et douce soirée. Je vous dis à demain avec plaisir.